la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bonsoir et bienvenue dans la dernière en direct et en public, comme vous l'entendez au Théâtre L'Européen à Paris. L'Européen est en feu ce soir. Merci pour cette ambiance incroyable. On va peut-être faire 2 heures d'applaudissements, on ne sait pas. Nous sommes le 9 mars 2025 et c'est l'anniversaire de Carlos Ghosn aujourd'hui. Oh. Eh oui, bon anniversaire Carlos, le Al Capone du joint de culasse, le crush allé à Salamé. C'est également un 9 mars qu'a vu le jour Barbie, figurez-vous. La poupée, hein, pas l'officier SS. Attention à ne pas confondre les deux, même si c'est vrai que quand Elon Musk joue à Barbie, il y a un petit doute quand même là-dessus. Et c'est aussi un 9 mars de l'an de grâce 1984 que la maman de Pierre-Emmanuel a perdu les os dans un endroit où on en boit assez peu, à Quimperlé. Bon anniversaire Pierre-Emmanuel Barré qui est avec nous. Et oui. Ça va Pierre? Ça va très bien, je te remercie, j'adore les anniversaires. Comment ça se passe cette journée d'anniversaire? Eh ben ça se passe pas très bien parce que je déteste les anniversaires, ça me rappelle la marche inexorable du temps et la vacuité de l'existence. Oh. Ça m'a foutu. Hein, et c'est de l'impro, hein. Ouais. Eh bien t'as bien fait de parler, puisque à côté, il y a évidemment celui qui fêtera son anniversaire le 17 mars. Oui. Aymeric Lompré est avec nous. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Bah, moi déjà j'en ai marre de la vacuité du temps qui passe. Impeccable. Et en cadeau, je voudrais un overboard. Ah, mais là t'es premier degré d'un coup, tu veux vraiment. Je sais pas, un overboard, ouais. D'accord. Mais qui va sur l'eau. Bah c'est super, Aymeric. C'est super. Et à côté d'Aymeric, il y a bien évidemment celle qui a fêté son anniversaire cette semaine. Oh. Juliette Arnaud est avec nous. Et bonsoir. Est-ce que t'as eu des beaux cadeaux? Oui. Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau, Juju? J'ai eu un overboard. Mais non. Comme quoi la vie est bien foutue. Et c'était le dernier du magasin. Non. Et je vais le garder pour moi, même si je sais pas à quoi c'est. Nous rejoindrons pendant l'émission Florence Mendez, Douli et Sumboy, mesdames et messieurs. C'est donc parti pour cette nouvelle émission. On est chaud comme les défenseurs du chantier de la 69 au Salon du Somme. C'est la revue de presse. Oui, c'est moi qui commence. Alors, comme je trouvais qu'on avait une image un peu trop parisienne, j'ai décidé de faire une revue de presse régionale. Et cette semaine, j'ai une info. Jusqu'au 29 juin, le TGV Paris-Béthune de 18h51 s'arrêtera en gare d'Arras. Bonne nouvelle pour les gens qui habitent à Arras, puisqu'ils vont pouvoir quitter Arras. Oh bah tiens, dis donc, moi j'ai une info. Miam, 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 miam. Deux nouveaux plats arrivent sur la carte SNCF. La saucisse... Non, pas encore. Ah, ils sont cons le dimanche. Non, il y aura la saucisse purée et le pomme de terre sauce gribiche. Miam, 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 miam. Oui. Bonne nouvelle pour les premières classes. Alors les deuxièmes classes, vous pouvez continuer à garder vos vieux sandwichs là dans vos papiers d'alu et vos gourdes de pauvres. On passe ça dans vos rangées, vous faire sentir des bonnes odeurs de patates fumées. Moi j'ai une info. Sniff, sniff. Christophe de Chavannes quitte la télé. Sniff, sniff, sniff. Terrible nouvelle pour la Colombie qui rentre en récession. Cocaïne toujours. J'ai une info. C'est Frédéric Becbédé qui a encore été chouiné en une du Figaro Magazine que les hommes étaient en danger à cause des méchantes féminazis. C'est Frédéric Becbédé. Mais là, ce Frédéric, mais quelle fragilité, mais il en est presque touchant. Allez, je propose qu'on lance l'opération Soutien à Fredo, l'opération Couille de cristal. Alors, toujours dans nos belles régions, j'ai une info à Faféfiant. Alors qu'il devait se faire extraire 7 dents à la clinique du Vivarais à Aubenas, un Ardéchois s'est réveillé avec 18 dents en moins. Oui, je ne vous le fais pas dire. Heureusement, il va être dédommagé de 92 440 €. Ça représente 15 ans de chronique sur France Inter. Benjamin Tranier, si tu nous écoutes, attaque ton stomato. C'est plus rentable. Moi, j'ai une info. Bah alors, on fait moins le malin, là. Le pape François est à l'hôpital. Bah alors, on fait moins le malin, là. Alors, je m'en remets à toi, Seigneur, là. Il peut tout, il guérit tout, ça marche plus. Il est en RTT, le Seigneur, ou quoi? Hein, amen, amen, amen de la morphine, ouais, surtout ça, François. Ouais, c'est violent, c'est trop violent, pardon. C'est à moi? Oui. J'ai une info, ouïouïouï. Une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvée vendredi à Gare du Nord. Décidément, il y a tout qui revient des nazis, leurs idées et les bombes.
philosophe, je suis philosophe. Ouais, Philosophe. C'est engagé, c'est engagé. Merci, patron. Allez, moi j'ai une info, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Le média Lesbien Raisonnable, jeu de mots, annonce un nouveau prix littéraire pour septembre 2025 qui sera dédié exclusivement à la littérature lesbienne et il sera nommé le prix Goincourt. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Bon, déjà, moi je trouve que c'est chouette. Et puis il paraît que suite à l'annonce, Vincent Bolloré a déclaré une petite névralgie intercostale et il paraît que ça fait super mal. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir également, c'est ce qui suit, puisque c'est la séquence d'Aymeric Lompré, vous le savez, à la fin. Ah oui, oui, dans le public, on sent. Enfin des connaisseurs. Les gens sont venus pour ça. Pas que, mais beaucoup. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent pour ça, donc Aymeric, on a hâte. Tout à fait. Et merci Guillaume de me tendre ce micro. Ce micro ô combien rare dans des pays où l'électricité y est absente. Comme des pays du tiers-monde ou des pays où il y a des blackouts très réguliers, comme Los Angeles ou autres. Cette semaine, Guillaume, j'ai décidé de m'adresser à nos amis les musulmans. Puisque vous le savez, c'est la période du Ramadan, où les croyants décident de jeûner pendant un mois afin de célébrer la révélation du Coran. Il est également, durant ce mois, interdit de médire, de mentir ou d'user de la violence. Donc, Ramzi, voilà, je pars en week-end avec ta meuf. Tiens, j'ai mangé tous les balistos, il peut rien dire. Voilà. Sachez que moi aussi, une fois par an, j'utilise un mois pour me purifier. C'est le mois de Cartambre. Je vais donc, messieurs, dames, vous donner les horaires de rupture du jeûne. Parce que bien entendu, il y a un moment, il faut bien qu'ils puissent manger ou boire, afin de ne pas mourir. Hein, au grand désespoir de Véronique Genès ou Bruno Retailleau. Alors, c'est parti. Et même s'il y a des non-musulmans dans la salle ou autour de la table, on écoute quand même. On ne sait jamais. Hein, ça peut toujours servir. Un musulman qui vient demander l'heure de rupture de jeûne. Vous pouvez répondre, là. Vous pouvez répondre. Marche pas très bien, ma séquence, pour l'instant. Alors, ou même si quelqu'un vient vous demander l'heure, vous pouvez répondre aussi. D'ailleurs, ce sera mes prochaines importantes seront sur les horaires. Quelle heure est-il et tout. Alors, c'est parti. Oui. Lundi 10, 18h51. On rompt le jeûne. Là, Bétaram, ils sont là. Cool. Oui. Mardi 11, 18h53. Mercredi 12, 18h54. Jeudi 13, 18h56. Dis donc, il est instable le soleil. C'est une femme ou quoi? Non, je fais le lien avec la journée de la femme. Vendredi 14, 18h58. Samedi 15, 18h59. Bon, dimanche 16, 19h01. Lundi 17. C'est mon anniversaire, on peut manger tout le temps. Mardi 18. Non, attends, tu vas faire tout le mois comme ça? Oui, le ramadan dure un mois, Guillaume. Si t'arrives pas à tenir, c'est que tu es faible. Non, mais c'est super. Mais tu peux continuer peut-être dans ta tête. Tu fais dans ta tête. Les gens, ils vont entendre? Ils entendent, bien sûr. Essaye, vas-y, essaye. Oui, c'est parfait, ça, c'est bien. Allez, merci, Aymeric. On peut applaudir quand même un bel effort d'Aymeric. Prodigieux. C'est prodigieux, Aymeric, à quel point il arrive à nous éclairer, à nous élever vers ce qu'il y a de plus beau dans l'âme humaine, à tel point que pour équilibrer l'émission, on a besoin d'aller sonder ce qu'il y a de pire. Et c'est maintenant, c'est la publicité. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, en direct du Théâtre L'Européen à Paris. Il est 18h14 et c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour. On va parler privation de liberté avec celle qui est responsable, analyse et plaidoyer à l'Observatoire international des prisons. Prune Missoff est avec nous. Sois la bienvenue, Prune. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, sois la bienvenue parmi nous. Sujet costaud aujourd'hui. On a eu le cancer et les nazis, mais là j'ai l'impression c'est encore le cran du dessus. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on voulait en savoir plus sur toi et ton parcours. Comment on se retrouve à l'Observatoire international des prisons? Est-ce que tu as une formation de juriste ou de délinquante? Ou les deux, probablement, peut-être, je ne sais pas. J'ai une formation de juriste, mais je me suis intéressée au sujet des prisons un peu par hasard. En réalité, moi, j'ai toujours évolué dans un environnement familial où on était en lien avec le milieu associatif, mais de manière
pas très politisé. Et du coup, quand je suis arrivée, quand j'ai habité seule, je cherchais un endroit pour donner de mon temps de manière un peu bourgeoise et bien pensante. Et, Pour racheter tes péchés. Et j'ai un ami qui était dans une association qui s'appelait le Génépi, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une association étudiante. Ouais. Ça a réveillé, Marie Claire. L'association Génépi, c'est bien ça. Considère qu'elle va bientôt exister à nouveau, cette association. C'est quoi? Tu peux préciser, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont C'est partis 40 plantes qui m'assèrent. Est-ce que Prune, tu veux bien préciser ce que c'est que l'association Génépi? Alors c'était du coup, parce que ça n'existe plus, mais c'était une association étudiante qui avait pour objectif d'essayer de décloisonner le milieu carcéral et du coup d'entrer en détention pour faire des ateliers avec les personnes détenues, et puis aussi qui avait un devoir de témoignage ensuite à l'extérieur pour rapporter ce qu'ils voyaient en prison. Voilà, et c'est là que Bruno Retailleau était trésorier de cette association. Voilà, président. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à me politiser. Je me suis rendu compte que la prison, c'était vraiment l'endroit où on retrouvait toutes les injustices sociales qu'on pouvait voir ailleurs. Et on dit souvent que c'est le miroir grossissant de ce qui se passe dans la société. Et depuis, alors j'ai fait autre chose entre-temps, mais c'est vraiment une thématique qui m'est restée. Et est-ce que tu peux nous présenter l'association? Qu'est-ce que c'est exactement, l'Observatoire international des prisons? Alors c'est la section française de l'OIP, et c'est une association qui existe depuis à peu près 30 ans, qui est indépendante, donc qui vit en grande partie grâce aux dons privés. Voilà. Le message est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien il n'y a aucun fonds qui vient ni du ministère de la Justice, ni d'aucun... Alors, on a des subventions publiques, mais pas du ministère de la Justice pour conserver notre indépendance. Et on fonctionne autour de sollicitations qu'on reçoit des personnes détenues et de leurs proches, à peu près 4 000, 5 000 par an. Et puis, à côté, on a des remontées de terrain de professionnels qui interviennent en prison, ou même de bénévoles, d'enseignants, personnels soignants, etc. Et à partir de tout ça, on va essayer d'accompagner les personnes détenues dans l'accès à leurs droits. Et puis, on va mener des enquêtes quand il y a des sujets qui vraiment sont... On se rend compte que c'est assez symptomatique de ce qu'on peut retrouver au niveau national, ou au contraire des prisons en particulier qui sont particulièrement problématiques. Et puis ensuite, on essaye d'informer les gens et de plaider pour que les droits humains soient respectés, et puis pour que la prison arrête d'être vraiment la référence du système pénal. Mais alors justement, quand on est prisonnier, de fait, on est privé d'un droit majeur qui est celui de la liberté, mais en revanche, on a tout un tas d'autres droits auxquels on a droit, donc. C'est lesquels? En fait, c'est le seul droit que tu perds, c'est celui de la liberté d'aller et de venir. Okay. Donc normalement, tu conserves l'ensemble du reste de tes droits. Ok, et l'important de la phrase, c'est normalement. Ouais, voilà. C'est là où on sent que... Ouais. La prison, c'est un lieu vraiment symptomatique de tous les droits que tu es censé avoir, mais qui ne sont pas effectifs. Donc, par exemple, en fait, tu as peut-être le droit à la santé. Tu es censé avoir le droit à la santé comme n'importe où, sauf qu'en fait, il y a tout un tas de difficultés qui sont causées par l'enfermement, mais qui sont pas, où on n'a pas de réponse suffisante de la part de l'administration pour faire face à ces difficultés et faire en sorte que ton droit soit effectif. Alors justement, est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet? Là, tu viens de parler de la santé, mais quels sont les principaux problèmes que rencontrent les prisons françaises aujourd'hui? Parce qu'on entend vraiment deux sons de cloche. Il y a ceux qui disent c'est le Club Med, souvent c'est des politiques populistes, et puis quand ils se font choper, ils disent oh là là, non, en fait, la prison, c'est terrible, je veux pas y aller, maman, viens me chercher. Donc il y a cette hypocrisie-là. Mais quelle est la réalité, toi qui la connais et qui a des remontées de terrain directes? Quelles sont les principales difficultés? Alors, je ne sais pas si ce sont les principales. En tout cas, nous, les principales qui nous sont remontées, parce que ça reste vraiment une infime partie. Là, je dis 4 000, 5 000 sollicitations par an. On est à 82 000 personnes détenues. Okay. Donc, on imagine bien que c'est pas du tout exhaustif. Mais le premier point sur lequel on nous sollicite, c'est les conditions matérielles de détention. Donc c'est tout ce qu'on dénonce constamment en disant que les conditions sont indignes et très éloignées du Club Med qu'on veut bien nous faire croire. Donc conditions matérielles de détention, c'est la surpopulation? Alors, c'est pas que la surpopulation. Il y a d'abord vraiment les conditions matérielles. Ça veut dire les établissements vétustes, ça veut dire l'insalubrité, le fait qu'il y ait des nuisibles, il y a des cafards, des rats, des punaises, etc. Le fait d'avoir une mauvaise isolation thermique, par exemple, donc d'avoir 13 degrés l'hiver ou d'atteindre 50 l'été. Et en plus de ça, effectivement, il y a tous les établissements qui sont des maisons d'arrêt
où il y a 70% des personnes détenues à peu près qui sont enfermées, où là en plus on a une surpopulation carcérale. Est-ce que tu peux faire du coup le petit distinguo entre les maisons d'arrêt, les centres pénitentiaires, voilà, c'est les différentes formes de... Ouais. Alors, il y a les prisons, ouais. Voilà, ça c'est le terme générique, et dedans on a les maisons d'arrêt. Alors on raccourcit, mais il y a aussi les quartiers maisons d'arrêt qui sont dans. En fait, vous avez les centres pénitentiaires, c'est des établissements où il y a plusieurs types de quartiers dans un seul établissement. Et donc dans les types, on a les maisons d'arrêt. Et les centres de détention qui sont plutôt pour les personnes en fin de peine, plutôt orientés vers comment on va réinsérer les personnes, et les maisons centrales qui là sont plutôt ultra sécuritaires. On en parle pas mal en ce moment avec Condé-sur-Sarthe, mais on en reparlera peut-être plus tard. Et les maisons d'arrêt, c'est vraiment le gros puisque ça enferme 70% des personnes détenues. Et là, c'est toutes les personnes qui sont en attente de jugement, donc présumées innocentes, qui sont à peu près 22 000 aujourd'hui en France, en prison. Et toutes les personnes qui sont condamnées à une peine de maximum 2 ans. Alors il y a des petites exceptions, mais globalement. Et donc eux, ils ont une surpopulation moyenne de 160% aujourd'hui. Ah oui. Ce qui équivaut à, dans une cellule qui fait 9 mètres carrés, on se retrouve à 2 ou 3 détenus. Voire 4, voire plus, ouais. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen d'avoir une couchette, par exemple, qui soit au-dessus du sol, il faut poser des matelas par terre. Exactement, on est à je crois on est à 4500, quasiment 5000 matelas au sol. Quand on dit matelas au sol, c'est très déshumanisé, mais c'est pour dire que c'est autant de personnes qui, effectivement, sont contraintes à dormir sur un matelas qui est posé à même le sol, dans des espaces très exigus, parce qu'en fait, dans ce cas-là, on va prendre la cellule pour 3, qui est peut-être un peu classique. Vous avez le lit superposé, et puis vous avez le matelas au sol, que la journée, vous essayez de glisser sous l'autre lit pour avoir un minimum d'espace où vous bougez. Et puis, vous avez une table, vous avez 2 chaises. En fait, vous avez quasiment plus d'espace juste pour vous mouvoir. Et vous avez les toilettes, en fait, qui sont dans la cellule, avec souvent qui sont mal cloisonnées, ou en tout cas pas entièrement. Et donc ça, faut imaginer quand même, vous passez 22 ou 23 heures sur 24 enfermé avec 2 ou 3 autres personnes dans ces conditions-là. Alors pour résoudre ce type de problème, il y a 2 solutions. Est-ce qu'il faut construire plus de prisons ou est-ce qu'il faut arrêter d'enfermer les gens pour des petites peines ou pour des petites conneries? Ou les deux d'ailleurs. Alors il ne faut pas du tout construire davantage de places de prison. Alors je pourrais parler une demi-heure rien que de ça, donc il va falloir me couper sûrement à un moment donné, mais... La construction de places de prison, on le voit, ça fait, là si on regarde les 35 dernières années, on a construit à peu près 25 000 places de prison et on a enfermé 35 000 personnes supplémentaires. Oui, il y a même quasiment un effet rebond où on se dit, puisqu'on a des places, on va enfermer encore plus de gens. En tout cas, factuellement, plus on construit, plus on enferme. Okay. Après, comment exactement ça s'explique, c'est toujours compliqué de... Voilà, mais ça, c'est la réalité. La réalité, c'est sur la même période, on a vu la durée moyenne de la peine de détention, de la détention effectuée, donc le temps passé en prison, qui a doublé. Ok. Donc derrière, ça veut dire que la cause, c'est qu'on a des politiques pénales qui sont de plus en plus répressives, parce que c'est pas du tout lié à l'évolution démographique, par exemple. On a doublé aussi en nombre de personnes détenues pour 100 000 habitants, et c'est pas du tout lié à une soi-disant évolution de la délinquance. Donc la réalité, c'est que plus on construit, plus on enferme des personnes qu'on n'aurait pas enfermées avant. Donc c'est purement des choix politiques. Ah, donc c'est purement des choix politiques. Tout à fait. Je résume un petit peu le propos. C'est extrêmement bien résumé. On va y revenir. Il est super, le patron. Tu seras augmenté, c'est bien. On va y revenir jusqu'à 20h, mais on va prendre une petite pause musicale, si tu le permets, Prune. Car comme le chantait Lafouine, yeah, douleur et peine, billet violet, nique sa mère, la juge d'application des peines. Fin de citation. Juliette, c'est ce qu'on écoute? Oui, non. Ah. Dommage, je croyais que c'était dans le thème. Non, mais c'était pas mal. Ouais. Et on va rester dans le thème. On va plutôt écouter This Waltz de Kendrick Lamar, qui se lançait en 2015 dans une analogie entre les murs de la prison et les murs que constitue le vagin d'une femme. Ah oui. Je vais dire en avant la licence poétique. C'était Kendrick Lamar. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, notre invité Prune Missoff de l'Observatoire international des prisons. Et nous a rejoint Florence Mendes pour sa chronique dans quelques minutes. Il est 18h28 et je crois bien que c'est l'heure, Pierre-Emmanuel, pour toi de dire du mal d'un collègue et de ne pas répondre aux questions des auditeurs. Bravo, détective Meurice.
Quelle perspicacité. Je vois que vous l'avez remarqué, au fil du temps, ma chronique s'est scindée en 2 parties. Une première dans laquelle je présente Émeric comme un individu oisif, graveleux, incompétent, colérique, mesquin, alcoolique et poisseux, afin que le public et les auditeurs réalisent que les vedettes qu'ils placent trop souvent sur un piédestal leur ressemblent finalement plus qu'ils ne le pensent. Et bien sûr, une deuxième séquence où j'évoque les anecdotes désopilantes d'un village imaginaire. Mais je ne voudrais pas laisser s'installer ce petit train-train monotone. Aussi, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de laisser Émeric bénéficier d'un petit répit afin qu'il ait le temps de souffler. Je lui demanderai simplement de ne pas le faire dans ma direction, parce que vraiment, ça attaque les sinus, c'est insoutenable. Je sais pas ce que... Enfin, en revanche, j'ai payé David Guetta pour un forfait de 4 jingles rabaissants, et je ne voudrais pas avoir dépensé de l'argent pour rien. Jingle. Émeric. 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 Émeric, il sent du blanc. Plus que 2. Ça me manquera, c'est certain. Allez, passons dès à présent aux questions des auditeurs. Avec Clémentine, qui nous écrit de Saint-Roustan. Je vous en parlais la semaine dernière. La rue Melchior-Bouillon a récemment été débaptisée et en l'absence d'un nouveau nom est temporairement appelée la rue. Peu pratique, puisque tous les habitants de l'ex-rue Melchior-Bouillon vivent désormais dans la rue. Pour mettre fin à cette situation administrative rocambolesque qui a provoqué une hausse de 380% du nombre de SDF à Saint-Roustan, le maire Guilhem Maurice a organisé une grande votation citoyenne afin de déterminer à quelle personnalité de la riche histoire racilarienne reviendrait l'honneur de donner son nom à l'artère principale de la commune. Féministe convaincu, Guilhem Maurice a décidé que les candidats à cette reconnaissance municipale seraient uniquement des candidates. Et les administrés sont donc rendus en masse hier à l'hôtel de ville pour départager 4 célébrités locales. Marie-Claude Lagache, Bertille de la Ferrade, Anjara Mendrika Ampopoto Tanakadila et Yvonne Taquin. Un choix finalement réduit à 3 options quand il est apparu que le nom d'Anjara Mendrika Ampopoto Tanakadila ne tenait pas sur le bulletin de 105 par 148 mm utilisé pour le vote. Mais penchons-nous, si vous le voulez bien, sur les candidates encore en lice et commençons par Marie-Claude Lagache, chercheuse émérite en physiopathologie à l'université Mohamed Rosenberg, qui a failli être à l'origine d'une des plus grandes avancées médicales de l'histoire, le vaccin contre l'endométriose, si l'intégralité des budgets alloués à son projet n'avait pas été transférée à l'équipe du professeur Tornac pour ses recherches vitales sur l'injection de Saint-Doux dans le corps caverneux, qui ont permis à de nombreux racilariens de gagner un bon centimètre de bite. Marie-Claude Lagache n'a pu, hélas, poursuivre sa brillante carrière puisqu'elle nous a quittés en 1988, assassinée par son mari. La romancière Bertille de la Ferrade, quant à elle, a marqué l'histoire locale lorsqu'elle a failli, le 12 janvier 1826, devenir la première femme lauréate du prestigieux prix Boissard. Malheureusement, le soir de la cérémonie, le mari de Bertille s'est éternisé au bar du coin, obligeant l'écrivaine à s'occuper de ses enfants. En raison de son absence, le prix a été décerné à son dauphin Michel Gonfray pour son essai sociologique novateur et audacieux, 300 blagues sur les blondes. Ce 12 janvier 1826 restera une date doublement maudite pour Bertille de la Ferrade puisqu'elle périra le soir même sous les coups de son époux fraîchement rentré de l'apéro. Dernière personnalité au cœur de cette votation citoyenne, Yvonne Taquin, qui en 1957 a failli devenir la première femme maire de Saint-Roustan. Hélas, le soir de sa victoire avec 50,3% des suffrages, elle a été abattue à bout portant par son adversaire mauvais perdant, le maréchal Maurice. Comme quoi, c'est pas toujours le mari. Not all men. Hier à 20h pile, les résultats de cette consultation historique ont été dévoilés et surprise, les racilariens ont placé en tête 2 personnalités avec une exacte égalité de voix. Alors afin d'éviter tout conflit entre les admirateurs de Bertille de la Ferrade et les partisans de Marie-Claude Lagache, il a donc été finalement décidé par Guilhem Maurice de rebaptiser l'ancienne rue Melchior-Bouillon en rue du maréchal Maurice, en hommage à son aïeul devenu maire en 1957. Mais revenons, si vous le voulez bien, à Clémentine, qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, quel plaisir de vous retrouver à chaque émission. On dirait les grosses têtes sans les gens cultivés. Jeune maman, je suis à la recherche d'une chanson pour faire découvrir la musique à mon bout de chou,
Avez-vous quelque chose à me conseiller? Eh bien, Clémentine, c'est un message qui tombe à pic. J'ai justement sur la main un tube qui ravira votre bambin. Emric, qui sent du blanc. Voilà, je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci quand même. Bah oui. Merci quand même, Pierre-Emmanuel. Et merci à Hugo pour les beaux jingles. C'est dommage d'en arriver là. Comment on enchaîne On arrête la radio. On peut arrêter là. On est toujours avec Prune Missoff de l'Observatoire international des prisons. Je ne sais pas s'il y a une prison à Saint-Roustan, on n'en a pas encore parlé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de prisons. N'en construisez pas, s'il vous plaît. N'en construisez pas. On a parlé sommairement des conditions déplorables de détention en France. Tu as parlé des alertes des prisonniers, c'est-à-dire que c'est les prisonniers qui contactent directement l'organisation, l'association. Comment ils le font? Ils nous envoient soit des courriers, soit le moyen qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est le téléphone. Et c'est facile pour eux? C'est interdit en prison. Mais ouais, c'est ça, on se rend pas bien compte. Alors c'est le téléphone portable qui est interdit en prison. Okay. Nous, on a une permanence qui est ouverte 2 heures, 3 fois par semaine. Et ils peuvent nous appeler de téléphones fixes qui sont dans leur cellule ou avant qui étaient dans les coursifs, dans les couloirs. Ouais. Mais ils le payent. Alors nous, on est un numéro qui est autorisé, donc ça facilite par rapport à appeler des proches, où là ça passe par des autorisations spéciales. Mais ensuite, ils doivent effectivement payer les communications et le téléphone est extrêmement cher en prison. C'est aussi pour ça, en réalité, qu'il y a autant de téléphones portables. C'est parce que les personnes, pour appeler leurs proches, ils peuvent pas dépenser des centaines d'euros chaque mois. C'est à peu près les forfaits que nous on a connus. Enfin, en tout cas, moi que j'ai connu quand j'ai découvert le téléphone portable. Au début, on achetait en minutes et on payait une blinde. Et une fois que tu as été alerté, comment agit l'association? Alors, c'est pas nécessairement des alertes. Ils vont nous appeler parfois juste pour nous demander en fait quels sont leurs droits, ce qu'ils peuvent faire. Donc parfois ça va être simplement de l'accompagnement et après ça dépend de l'alerte. Ça peut être sur tellement de sujets différents. Parfois, ça va nous arriver de saisir, par exemple, l'unité sanitaire de la prison. Vous contactez la prison. Ouais, ou l'administration pénitentiaire, mais je pense que c'est pas la chose la plus fréquente. On va déjà essayer de recouper les informations. En tout cas, tout ce qui va sortir publiquement, par exemple les communiqués de presse, il y a vraiment un travail derrière journalistique de recouper les sources. Donc, ça va être essayer de contacter d'autres personnes détenues qui sont dans ces établissements ou des personnels qu'on connaît qui interviennent et qui ont pu déjà nous faire remonter des informations. Et une fois qu'on a recoupé, là on peut communiquer effectivement. Alors souvent on demande à l'administration, ça arrive qu'on demande à l'administration pénitentiaire si elle a quelque chose à dire sur le sujet, mais en général ça ne nous empêche pas de communiquer et ça ne résout pas grand chose. Et elles sont écoutées les conversations entre les prisonniers et vous? Normalement, elles ne sont pas écoutées, mais la réalité, c'est que parfois, on sait qu'il y a des personnes détenues qui ont pu avoir des représailles où il y a eu des personnels de surveillance qui ont évoqué des choses qu'ils n'auraient pas pu savoir s'ils n'avaient pas écouté la conversation. Okay. En France, donc, il y a vous qui êtes une association, mais il y a quelqu'un qui est nommé directement par le président de la République. En l'occurrence, c'est une femme qui est contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle s'appelle Dominique Simoneau. C'est quoi son pouvoir à elle par rapport au vôtre et les limites de ce pouvoir? Alors, le contrôle général, c'est une autorité administrative indépendante. Eux, ils ont l'autorisation d'entrer dans tous les... Alors, eux, c'est tous les lieux privatifs de liberté. Donc, ils vont aussi avoir les centres de rétention administrative où sont enfermés les étrangers. Ils vont aussi avoir les hôpitaux psychiatriques, les gardes à vue, etc., les locaux de garde à vue, pardon. Là où nous, c'est hors de notre champ d'action. Et eux, ils ont le droit d'intervenir dans tous ces lieux-là sans prévenir. Donc ils ont des équipes de contrôleurs, contrôleuses qui passent parfois des journées et qui rencontrent aussi le personnel, les personnes détenues et qui font des rapports. Ensuite ils envoient au gouvernement, le gouvernement fait une réponse et puis ensuite poubelle jaune et voilà. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'on peut y avoir, enfin chaque année on a accès, les journaux disent que en l'occurrence Dominique Simoneau a vu les remontées de terrain, qu'elles sont effroyables, qu'on est dénoncé la France régulièrement par des instances européennes. Mais que ça change rien.
Oui, je ne sais pas quoi répondre. Le oui, non, mais ce qui est très clair, c'est que dans le milieu prison-justice, mais que ce soit tous les autres acteurs, c'est-à-dire qu'on regarde les syndicats de magistrats, les syndicats d'avocats, toutes les associations qui interviennent en prison, on est tous d'accord sur le constat. En fait, il n'y a pas vraiment à part les politiques qui essayent de faire croire qu'on serait au Club Med en prison, le constat est très largement partagé, il est connu, il est documenté, donc il n'y a pas de... et ça revient à cet excellent résumé que tu as fait tout à l'heure. C'est donc un choix politique, voilà. J'ai l'impression. Ok, on va revenir à tout ça évidemment jusqu'à 20h, mais il est 18h39 et il est l'heure de retrouver celle qui joue son spectacle qui s'appelle Délicate. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si le concert de Florent Pagny s'appelait Les Impôts. C'est Florence Mendes. Bravo. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Voilà. Oh. Ouais. Et également de Pierre-Emmanuel Barré, mais il n'y en a qu'un des deux qui est sorti de ma chatte. Voilà. Mon fils, je l'ai adopté. Allez, puisque vous aimez la vulgarité gratuite, on va parler de Cyril Hanouna. Alors, pour écrire cette chronique, j'ai regardé des extraits de TPMP. J'ai dû arrêter, j'en ai eu marre de nettoyer les projections de vomi sur l'écran de ma télé. Donc, Cyril Hanouna, c'est le premier vrai zombie de l'histoire. Un corps sans la moindre humanité qui passe son temps à bouffer le cerveau des gens. La preuve, c'est que ses fans l'appellent Baba. Alors, c'est pas affectueux, c'est juste que 2 syllabes identiques, c'est plus facile à prononcer. Voilà. Mais regarde, c'est qui à la télé? Baba. Mais oui. Mais bravo, Kevin, mais maintenant tu arrêtes de sucer les piles. Allez, bon. Bruyant et incontrôlable, Cyril Hanouna est comme la gastro. Il a commencé sur Comédie avec la grosse émission, rien à voir à TPMP. Là, on n'était plus sur la grosse commission. J'ai honte de rire à cette blague. Du sexisme, du racisme, des canulars homophobes, de quoi vous faire regretter le temps où il ne faisait que souffler dans le cul d'un chien. Il a également fait de la radio aux côtés d'Arthur et Manu Lévy. Alors c'est vrai qu'entre une invitée qui se fait ploter contre son gré ou un chroniqueur qui se fait harceler, on voit bien que ces deux-là, ils lui ont tout appris. Alors parlons-en des chroniqueurs. Ils se sont tellement fait humilier que même les élèves de Bétaram, ils ont eu pitié. Ils étaient là, oh, miskin, des nouilles dans le slip, on peut s'estimer heureux d'avoir eu que des doigts. Non. Alors j'ai hésité à la faire, celle-là. Puis je me suis dit, bon, de toute façon, Barré, il fera pire. Donc voilà. Mais malgré ça, les chroniqueurs, ils passent leur temps à sucer Hanouna. Je suis sûre, si tu leur verses de l'eau et du plâtre dans la gorge, t'obtiens un moulage de sa teub. Le plus gros problème, c'est que l'extrême droite a représenté jusqu'à 51,1% du temps d'antenne dans Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna, c'est le Mac de Marine Le Pen. Il lui a offert une vitrine. C'est aussi le pantin de Bolloré qui, rappelons-le, a choisi de fermer C8. L'Arcom l'a simplement privé de son canal sur la TNT. Alors, Bolloré, il en a sans doute eu marre de payer pour les conneries de son petit protégé. Ces conneries qui ont quand même coûté plus de 7 millions d'euros à la chaîne, et ça, c'est sans compter le budget coke. Autant j'ai de la peine pour celles et ceux moins visibles qui ont perdu leur job, autant les chroniqueurs de Touche pas à mon poste qui ont sauté, ça me fait ventiler des petites lèvres sans me rafraîchir le clito, vraiment. Non. La reconversion, elle est toute trouvée. Chez France Travail, on leur proposera un job d'égoutier. Voilà, remuer la merde, ça les connaît. Ça leur fera tout bizarre d'avoir un job utile. Et le pire, c'est que cette émission, elle n'est pas terminée, hein, les amis. Le vendredi, c'était la fin sur C8, mais dès le lundi, on l'a retrouvée sur YouTube, Dailymotion, Canal+ et compagnie. On pensait pouvoir s'en débarrasser, mais en la touchant, on l'a juste répandue un peu partout. C'est pas une émission, c'est une verrue. Voilà. Alors, ça va pas arranger son petit problème de mégalomanie à notre ami Cyril. Hein. Il va se prendre pour le Messie, et c'est vrai, hein, il est toujours accompagné par ses disciples. 4 jours après sa mort, son émission l'a ressuscité. Mais enfin, son seul miracle, c'est d'avoir réussi à faire croire que la vie de Gilles Verdez sur n'importe quel sujet avait une quelconque valeur. Alors, je sais pas si Cyril Hanouna, il est très con ou juste mal intentionné, mais je rappelle que 2 années de suite, il a quand même présenté Ensemble contre le racisme. Voilà, autant te dire que les valeurs du mec, elles sont tellement souples qu'elles peuvent s'auto-sucer. Ouais. Quant à son intelligence, tout ce que je dis, c'est que dans un film sur Sherlock Holmes, il jouerait pas Sherlock Holmes, quoi. Tu vois, voilà. Bon. Allez, on termine avec le clou du spectacle, sa nouvelle chaîne numérique qu'il a quand même appelée Zoubida TV. Voilà. Non, je n'invente rien. Du coup, question, si vous aviez le choix entre regarder Zoubida TV et boire un litre d'essence, vous prendriez du samplon 95 ou 98 ?
On le répétera jamais assez, l'extrême droite sur un plateau télé, c'est comme Jean-Marc Morandini à une kermesse de fin d'année, on ne l'invite pas, d'accord? Voilà. L'extrême droite qui bien sûr hurle à la liberté d'expression bafouée, ce qui semblait pas leur poser de problème quand les guignols ont été arrêtés par Vincent Bolloré. Allez, ne filons pas la parole à celles et ceux qui veulent la confisquer. Et je vous rappelle qu'Hanouna a évoqué sa candidature à la présidentielle de 2027. Voilà, ouais, vous ferez moins les malins quand il faudra voter Marine Le Pen pour faire barrage à Hanouna. Florence Mendes, qu'on peut retrouver en spectacle à Paris tous les mardis au Métropole, ainsi qu'en tournée le 30 mars à Quimper et le 30 mai à Toulon. Et je conseille également, encore une fois, ton roman qui s'appelle Accident de personne, excellent roman, qui n'est pas la biographie de Pierre Palmade, je précise. Voilà, ça c'était de la vraie publicité pour ce qu'on aime. Il y a moins de coke. Voilà, mais il y a plus, peut-être plus d'action. En ce qui concerne la publicité, pour ce qu'on n'aime pas, eh ben c'est maintenant. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré en direct du théâtre L'Européen à Paris. On est toujours avec Prune Missoff de l'Observatoire international des prisons. On va continuer à parler évidemment de l'état des prisons françaises jusqu'à 20h. Mais il y a des choses graves qui se passent dans le monde. C'est la panique de la semaine. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Bon, alors pour une fois, je vais vous rassurer cette semaine. C'est une sorte de contre-panique de la semaine parce que tout le monde parle de Troisième Guerre mondiale, de Poutine, de Trump, de Pierre-Emmanuel qui perd ses cheveux. Alors, je veux pas minimiser la menace. Oui, il y a un risque d'échange bilatéral entre la Turquie et les Cévennes, mais dans les prochains mois certainement, mais restons quand même tranquilles. Et pour ce qui est de la guerre en Ukraine, j'ai écouté pas mal de choses cette semaine et c'est ça qui m'a fait relativiser. C'est d'abord grâce à Michel Onfray qu'on relativise. Vous savez, le sage montre la lune et l'imbécile regarde le doigt. Et là, pour le coup, il nous montre la Russie en disant le danger est à nos portes. Mais le danger, il est algérien en France. C'est les Arabes, c'est les Arabes. Est-ce que Poutine il fait le ramadan? Non, voilà. Est-ce qu'il boit du Selecto? Je crois pas. Donc attention à ça. Attention que la peur des Russes ne remplace pas celle des Arabes. Sinon on perd nos valeurs, on perd notre identité. D'accord? Laurence Ferrari veut ajouter quelque chose pour ceux qui critiquent Trump. J'ajoute que les États-Unis ne sont pas nos ennemis. Il s'agirait de ne pas avoir la mémoire trop courte, de se rappeler que ce sont eux qui sont venus nous sauver par 2 fois au cours du siècle dernier. Et voilà, c'est les ricains qui nous ont libérés. Alors que l'armée rouge, elle faisait quoi? Hein? Bon, je sais pas, parce que je suis comme Laurence, j'ai appris l'histoire dans les chansons de Michel Sardou. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Ouais, bah bien sûr, voilà, c'est ça nos valeurs. Dans les dents, les Arabes, encore une fois, bien envoyé Michel. Et j'ai appris la géopolitique aussi cette semaine grâce à Barbara Lefebvre. Alors Barbara, vous la connaissez sans doute, elle déclarait ça sur I24 News à propos de la Palestine. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs. Il faut vider la bande de Gaza. Voilà, elle n'a pas le temps, hein. Barbara, quand elle fait des randonnées, c'est en tractopelle. Elle n'a pas le time. Voilà, c'est du raccourci, c'est du nettoyage ethnique, hein, nettoyage alliance ethnique même, un petit peu funky. Pour ceux qui ont la ref, voilà, vous êtes beaucoup trop jeunes. Et Barbara, qu'est-ce qu'elle pense de la Russie? La dernière fois, en l'occurrence, qu'une armée a essayé d'envahir la Russie, je crois qu'elle s'est pris une veste. Et c'était d'ailleurs des formes d'armées européennes, puisque le Troisième Reich avait réussi à constituer des troupes qui venaient de tous les pays. Et oui, mais oui, rappelez-vous, bah, la Grande Europe, à la base, c'est Hitler, hein. L'idée, non mais l'idée, tu vois, elle a raison Barbara, ben, c'était un précurseur. Le marché commun, il était pour Hitler. C'est ça qu'il voulait. Je vais même vous dire mieux, c'était un no-border, Hitler. Il détestait les frontières. C'est un point commun qu'il a avec Poutine d'ailleurs. Voilà. Allez, retournons sur les grandes gueules pour un débat clair et argumenté. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on... Ça n'a rien à voir. Les comparaisons sont... Non mais pourquoi? Est-ce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'aurait pas dit à De Gaulle, non mais arrêtez vos conneries, vous voyez bien que la guerre vous l'avez perdue, les Allemands sont chez vous, on va pas... J'avais dit qu'ils allaient faire traiter de pétain dès qu'on critique. Alors attention, parce que dans les grandes gueules, se faire traiter de pétain, c'est un compliment. Donc sachez-le, si vous écoutez, il faut avoir les codes. Mais là, celui qui joue Charles de Gaulle, là vous l'avez entendu, c'est Charles Consigny. Les Charles, ils adorent lancer des appels à la radio, c'est un petit peu leur truc. Et Consigny, il est chaud pour la guerre, et même s'il est critiqué, il est chaud quand même. J'adore les gens qui veulent faire la guerre, mais qui n'iront jamais sur un tranché. Mais moi, pourquoi j'irai pas? Moi, si le président me le demande, j'irai. Je m'en fous complètement. Et voilà pourquoi je voulais vous rassurer aujourd'hui. Parce que même s'il y a la guerre, Charles Consigny, il ira se battre. Donc vous pouvez dormir tranquille. Et même moi, s'il faut, moi, je ferai les crêpes. Je me mettrai à l'arrière. Et voilà, donc voilà, on est pépouze. Alors commencez peut-être quand même par apprendre le russe sur Duolingo et prenez des actions chez Dassault. Voilà, qui veut la paix prépare la guerre, qui veut la guerre prépare l'opinion publique. Merci.
Je vous en prie. Merci Guillaume, je n'ai plus du tout peur. Il est 18h53 sur Nova. Nous sommes toujours avec Prune Missov de l'Observatoire international des prisons, section française. Une petite question sur comment les médias, ils nous parlent depuis quelques années des prisons. C'est quel biais ils utilisent qui te fait le plus bondir? Est-ce qu'on est plus sur on va construire la plus grosse prison dont on pourra jamais sortir, Sing Sing à côté c'est de la rigolade, ou ils vivent mieux que nous, avec plus de confort que nous? Je crois que je pourrais pas choisir un sujet, mais c'est sur l'ensemble des sujets, c'est vraiment la désinformation. C'est cette capacité à sortir des trucs sur un milieu qu'ils ne connaissent pas, avec un aplomb absolument incroyable. Et là, il y a eu une nouvelle polémique assez récemment. Oui, sur des tablettes. Ah non, je parlais d'une autre, mais il y a aussi... il vient d'y avoir une distribution voilà, de tablettes. En fait, ça illustre très bien le traitement médiatique des prisons. Ce n'est que des polémiques. Ouais. C'était laquelle? Tu pensais à laquelle? Moi, je pensais à celle des activités ludiques, où le ministre de la Justice a repris un communiqué de syndicat et qui critiquait le fait qu'en prison, il puisse y avoir des activités ludiques. Et en l'espèce, ils ont parlé de personnes détenues qui se seraient fait masser aux frais du contribuable, alors que la réalité, c'était des bénévoles étudiants qui sont venus en détention pour apprendre aux personnes détenues à prendre soin de leur peau. Enfin, c'était un peu socio-esthétique et qui se sont entre eux un peu massé le cuir chevelu. Et on est passé de cette activité à un scandale d'État où il y a eu vraiment après derrière une circulaire pour interdire toutes les activités ludiques ou provocantes. Donc aujourd'hui, on a des remontées qui continuent d'activités qui sont suspendues à l'arrêt, etc. Alors que si on revient sur ce que je vous racontais tout à l'heure, ils passent globalement 22 à 23 heures sur 24 dans leur cellule. Donc c'est absolument... en termes de conditions de détention, c'est effarant comme conséquence. Et puis ce qu'ils disent pas du tout à ce moment-là, c'est que ça se passe dans une prison qui est la prison de Toulouse-Seyss, où il y a 1300 personnes détenues. Donc on parle de peut-être 20 personnes qui ont bénéficié de cette activité sur 1300, qui est dans un état de surpopulation de souvenir 214%. Et où il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une personne détenue qui attrapait la leptospirose, qui est une maladie qu'on attrape par l'urine de rat. Bonne ambiance. Ouais. Voilà un exemple de ce qui peut me faire bondir dans les médias. Mais les médias, ils pourraient être plus au courant, par exemple, si le personnel politique, notamment les parlementaires, ils faisaient une partie de leur boulot qui consiste, les parlementaires ont le droit d'aller en prison. Alors complètement. Est-ce qu'ils le prennent, ce droit ? Ils le prennent. Alors c'est un droit qui est quand même encore assez récent, mais ils le font. Il y a une partie des parlementaires qui le fait. Évidemment, il faudrait qu'ils le fassent tous. Après, quand ce sont des parlementaires plutôt extrême droite qui y vont pour ensuite dire que c'est trop plein d'étrangers et qu'il faudrait vraiment tous les expulser, j'avoue que parfois je suis un peu plus nuancée sur l'exercice. Après on peut fermer la porte vite derrière eux. Oui, on dit à Pascal Praud, vas-y, va voir. Non, mais je trouve que c'est une émission de solution avant tout. Donc oui, on n'a pas de chiffres exactement. Mais là, en l'occurrence, ce qui est absolument dingue, c'est que c'est le ministre de la Justice qui sort ça, qui crée cette polémique. Donc lui, au-delà des parlementaires qui ont le droit d'aller en prison, il est quand même censé savoir ce qui se passe dans les prisons. Il a le devoir d'aller en prison. Ouais. Et comme on parlait justement d'instrumentalisation on va revenir aux politiques, bien sûr, il y a cette fameuse loi en ce moment, sortir la France du piège du narcotrafic avec toute la batterie d'arguments sécuritaires. Est-ce que tu peux nous expliquer la position de l'OIP ? Pourquoi l'OIP s'inquiète de ces nouvelles dispositions qui seraient des sortes de super prisons, des quartiers de haute sécurité un peu à l'américaine ? Ouais, alors dans cette proposition de loi, c'est une proposition de loi énorme qui est sur plein d'autres sujets aussi qui touchent au fonctionnement de la justice. Mais en termes de prison, effectivement, l'objectif, c'est de créer... Vous avez dû en entendre parler au début, on parlait des quartiers pour les 100 plus gros narcotrafiquants de France. Et en fait, au fur et à mesure des annonces, le projet s'est un peu étoffé. Donc, on était plutôt sur les 100 plus dangereux narcotrafiquants. On était sur 600 à 700 personnes. Et puis, on parlait quand même du fait qu'il y avait 17 000 personnes détenues qui étaient en prison pour des faits liés aux stupéfiants. Donc, un régime qui pourrait vraiment s'élargir. Et l'idée, c'est de faire des quartiers spéciaux qui sont maintenant nommés les quartiers de criminalité organisée, où en fait les gens seraient à l'isolement quasi total, donc pas de contact humain, pas d'activité, isolés dans il y a 2 prisons qui ont été choisies, qui sont parmi les prisons les plus sécuritaires de France, qui sont Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil.
où il y a beaucoup de... En tout cas, à Condé-sur-Sarthe, on avait sorti une enquête qui montrait qu'il y avait beaucoup de brimades de la part des surveillants, du personnel pénitentiaire, que c'était vraiment un lieu où il y avait beaucoup de violence. Et en fait, c'est ce type de quartier qu'on veut créer, mais en encore pire. C'est-à-dire que vraiment, on ne veut plus rien laisser passer. Ils vont avoir des fouilles à nu systématiques dès qu'ils ne sont pas sous surveillance constante de l'administration pénitentiaire, des parloirs qui sont réduits, un accès au téléphone qui est réduit, des parloirs avec un digiaphone, donc vous ne pouvez pas toucher vos proches. Et tout ça, ils vont être amassés dans des établissements sans aucun égard non plus pour le maintien des liens familiaux. Donc c'est-à-dire que si leurs proches sont à des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres, ils ne pourront pas les voir forcément. Donc il y a quelques petits lieux de s'inquiéter un tout petit peu, voilà, d'avoir un petit œil là-dessus. On a encore plein de questions à te poser, Prune, évidemment. On va se retrouver avec, après une petite pause musicale, peut-être en lien avec la prison, car comme on dit en Bretagne, dans les prisons de Nantes, l'an didididon, l'an didididon, dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier. Juliette Arnaud. Alors, Guillaume. Oui. Il n'y a que Émeric qui me Super, ça a comprend. lancé Émeric. C'est le pire qui pouvait nous arriver. Non, Guillaume, t'es épatant pour le lien avec la tôle. On va aller plutôt du côté de la Jamaïque. Il y aura moins de chaperons, mais plus de groove, peut-être. Avec ce titre, 5446, That's My Number, de Toots and the Maytals. C'était son matricule de prisonnier 5446. Toots a fait de la prison pour possession de Marie-Jeanne. Oui, je cause comme en 68, année de sortie de la chanson. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré et notre invité Prune Missoff de l'Observatoire international des prisons. Et c'est le moment de retrouver celui qui prend le roman national et qui le range délicatement au rayon science-fiction des bibliothèques, car ce qu'il aime, c'est l'histoire, la vraie, c'est Someboy. Alors, c'est quoi notre problème avec l'Algérie, en fait? Aujourd'hui, en France, si tu parles des crimes de l'armée française en Algérie, tu risques de te faire virer. C'est ce qui vient d'arriver à Jean-Michel Apathy. Je sais pas, c'est incroyable quand même. Pour celles et ceux qui doutent encore des crimes que la France a commis en Algérie, laissez-moi vous raconter l'histoire du massacre de la tribu des El Oufia. Nous sommes en avril 1832, au début de la conquête de l'Algérie. La France envoie le duc de Rovigo, un ancien soldat de Napoléon réputé pour ses massacres en Égypte, en Espagne et même en France, où il a été ministre de la police. C'est un vrai champion de la violence d'État. Son rôle en Algérie, soumettre les populations à l'ordre colonial. Et très vite, il va mettre en pratique ses méthodes. Un jour, les hommes d'un caïd allié des Français se font dévaliser par des brigands à une dizaine de kilomètres d'Alger. Le vol a lieu sur le territoire de la tribu des El Oufia. Rovigo réagit. Immédiatement, il envoie 700 soldats attaquer le village au petit matin. Et il massacre tout le monde. Les femmes, les enfants, les hommes, les vieillards, on dénombre entre 80 et 100 morts. Quelques survivants sont faits prisonniers et 2 chefs de la tribu sont capturés pour être jugés publiquement. Après le massacre, place au pillage. Les soldats coupent les oreilles, les mains, les doigts des victimes et revendent ces morceaux de corps encore ornés de bijoux au marché. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est la terreur, montrer aux populations ce qui arrive à celles et ceux qui osent défier la France. Sauf que, petit problème, très vite, on découvre que les El Oufia ne sont pas les coupables. Les vrais responsables du vol sont les membres de la tribu des Kreshna, qui ont d'ailleurs restitué le butin. Et là, que faire? Comment justifier ce massacre? Comment réparer l'injustice? Non, vous vous posez la mauvaise question. Rovigo n'a aucune intention de s'excuser ou de se repentir. Au contraire, les 2 chefs survivants des El Oufia sont condamnés à mort pour trahison envers la France. Tout le monde sait qu'ils sont innocents, mais ils sont exécutés en public le 19 avril 1832. Et Rovigo, sanctionné, blâmé, pas du tout. Le mois suivant, il est promu et reçoit encore plus de pouvoir en Algérie. Il fait transformer la mosquée Ketchaoua en église et il réquisitionne les maisons d'Alger pour les distribuer aux colons français. Son nom est-il tombé dans l'oubli? Non. Aujourd'hui encore, il est gravé sur l'un des piliers de l'Arc de Triomphe. Rovigo est un symbole de cette France qui refuse de reconnaître ses crimes coloniaux. Et là, je vois déjà arriver les commentaires sur la vidéo. Pourquoi tu parles toujours des crimes français? Les Ottomans aussi, ils ont massacré les gens, les Arabes aussi, les Dahoméens, les Zoulous, les Chinois. Oui, c'est vrai. J'admets, c'est vrai, beaucoup de peuples ont commis des crimes de guerre, mais que nous dit la Bible dans Luc chapitre 6, versets 41 à 45? Je lis.
Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Hypocrite, enlève d'abord la poutre dans ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et je veux un grand amen. Ouais, c'est bon, nous sommes dimanche, c'est le jour du Seigneur, méditons là-dessus. Et si vous voulez creuser le sujet, je vous recommande le travail de l'historien Alain Ruscio qui vient de publier le livre La première guerre d'Algérie. Vous trouverez aussi ses articles sur histoirecoloniale.net. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao! Merci beaucoup, Sunboy. Merci à toi. En effet, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Sunboy, Histoire Crépue. Merci beaucoup pour cette mise au point. On va continuer à parler violence d'État avec Prune Missoff de l'Observatoire international des prisons. On a parlé donc de ce projet de loi de sorte de super prison pour narcotrafiquants. Mais actuellement, dans les prisons françaises, il y a ce qu'on appelle des QD. Et qui sont de sorte de prisons dans les prisons. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un quartier disciplinaire ? Oui, alors c'est très différent des quartiers dont on parlait avant, qui sont vraiment de l'isolement administratif qui est décidé par le garde des Sceaux, etc. Okay. Le quartier disciplinaire, c'est un lieu dans la prison où on peut être envoyé comme sanction de ce qui est considéré comme étant une faute disciplinaire après un passage devant une commission de discipline. C'est ce qu'on appelle le mitard ? C'est exactement. C'est le quartier disciplinaire, c'est le mitard. On surnomme ça aussi... régulièrement le cachot, parce que littéralement, c'est un lieu qui vous allez retrouver tous les travers de la prison poussés à leur paroxysme. Donc c'est un lieu extrêmement petit, avec quasiment rien. Vous n'avez pas vos effets personnels avec vous. Vous avez 1 heure de promenade par jour, mais en fait c'est vraiment 4 murs grillagés au-dessus. Et puis là aussi, il faudrait aller voir des photos sur Internet, notamment dans les rapports du contrôle général et puis sur des articles qu'on peut publier. Mais c'est des lieux qui sont vraiment insalubres et qui donnent littéralement envie de se pendre. Et dans ces lieux-là, il y a 20 fois plus de risques de se suicider que dans le reste de la prison. Et dans la prison, il y a déjà 10 fois plus de risques de se suicider qu'à l'extérieur. Donc on est vraiment sur l'absence de contact humain. Voilà, c'est la sanction par excellence. Et qui décide de cette sanction alors ? C'est une commission de discipline, mais en réalité, elle est présidée par le directeur d'établissement, qui est le seul à avoir le pouvoir décision. Donc il y a 2 assesseurs, un qui relève du personnel de surveillance et un qui est de l'extérieur, mais ils n'ont qu'une voix consultative. Et le prisonnier peut faire, par exemple, je sais pas, par son avocat, par quelqu'un qui serait là, il peut faire appel ? Alors, on peut déjà être assisté pendant la commission de discipline par un avocat, ce qui est déjà important pour essayer de faire un minimum respecter la procédure. Mais la réalité, c'est qu'après, vous pouvez faire un recours administratif, mais en fait, votre sanction, elle sera déjà passée. Donc vous aurez déjà passé la durée au mitard, parce que votre recours, il va être trop tardif. On ne va pas suspendre la sanction si vous faites un recours, parce que sinon, évidemment, on vous dirait oui, mais alors ils feront tous des recours et puis ils iront jamais au mitard. Et ce qui est fou, c'est que la faute pour laquelle le mitard est le plus prononcé comme sanction, c'est le téléphone portable. Ah oui. Alors qu'on pourrait imaginer que c'est des questions de violence ou des choses graves, mais en réalité, c'est le téléphone portable. Et vous pouvez aussi aller au mitard parce que, par exemple, vous avez signé une pétition. Vous n'avez pas le droit en prison de signer une pétition. Toute action collective est interdite, même si elle est pacifique, parce que vous risquez de porter atteinte au bon ordre de l'établissement. Et donc ça, vous risquez le mitard. Ou un autre exemple que moi je trouve quand même assez dingue, c'est tout ce qui est écrit dans le règlement intérieur. Si vous ne le respectez pas, vous risquez d'aller au mitard. Sachant qu'il y a des établissements où dans le règlement intérieur, il y a écrit que les femmes ne peuvent pas sortir de leur cellule sans soutien-gorge sous leur t-shirt. Ah oui, on en est là, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Et est-ce que, alors je vais faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'il y a une valeur dissuasive un peu ? Est-ce que c'est une menace, si tu continues à être violent, tu vas aller au mitard et les prisonniers se calment ? Est-ce que ça fonctionne ou pas du tout ? Mais je crois qu'il n'y a jamais eu d'études là-dessus, mais ce que nous on observe donne pas du tout l'impression que ce soit le cas. Et je pense que c'est comme la prison en réalité.
C'est que la prison, on veut toujours augmenter le niveau d'inhumanité en pensant que ça va être dissuasif. Et la réalité, c'est que spoiler, on voit que ça n'est pas le cas. Marche pas. Merci Prune pour toutes ces réponses. On a encore plein de questions pour toi. Merci Someboy d'avoir été avec nous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Histoire crépue de Someboy. On est en plein dans la bataille culturelle pour tenter de faire triompher la vérité. Mais avant, place au mensonge. C'est la publicité. On se retrouve juste après. Vous êtes sur Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invité Prune Missoff de l'Observatoire international des prisons. Et il est l'heure de retrouver celui qui a atteint l'âge de 41 ans aujourd'hui. Il y a quelques années, son médecin traitant n'aurait pas misé un centime là-dessus. Pourtant, il est là, il est vaillant. C'est Pierre-Emmanuel Barré. Arrêtez, malheureux. Arrêtez, ne faites pas ça. Si ça se trouve, je suis d'extrême gauche. Et vu que les extrêmes, c'est pareil, je suis d'extrême droite. Donc là, vous faites quoi? Vous applaudissez l'extrême droite? Ça va? Tranquille, les fachos? On passe un bon dimanche? Bien décomplexé, en tout cas. Hein? Levez la main, les fans de Marine. Ok, donc tout le monde est Team Jordan, quoi. Public TikTok. M'en voulez pas. C'est pas moi qui mets sur le même plan l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est Macron, le gouvernement, les Républicains, France Info, France 2, France Inter, BFM, LCI, Le Point, L'Express, Le Parisien, Sophia Aram, Natacha Polony, Caroline Forest, Christophe Barbier. Il y a des listes, quand tu les fais, tu sais plus si t'es en train de parler ou de chier, quoi. Non, c'est bon, là j'étais en train de parler. Après, je comprends qu'on puisse être effrayé par l'extrême gauche. C'est vrai que c'est terrifiant leur projet. Hein, vous imaginez si tout le monde était payé décemment, logé dignement, soigné convenablement, respecté quelles que soient ses origines, ses croyances, son genre, son orientation sexuelle, et qu'on protégeait l'environnement pour léguer à nos enfants une planète habitable? Mais ces gens sont des monstres! Ce sont des putains de nazis! C'est pour ça qu'ils vous mettent en garde Léa Salamé, Nicolas Demorand, Benjamin Duhamel, Rutel Krief, Jean Quatremer, David Pujadas, Jérôme Sapluy, Salia Bracléa, Gilles Boul. Non, c'est pas possible, je suis en train de faire caca, là. Non, là, j'ai eu peur, j'ai qu'un pantalon. Tous ces journalistes qui renvoient dos à dos les extrêmes, c'est pas du tout pour diaboliser l'extrême gauche et l'empêcher de gagner parce qu'ils ont peur de perdre leurs privilèges professionnels, sociaux et surtout financiers. Non! C'est pour protéger la République, c'est pour l'intérêt général. Ce sont des lanceurs d'alerte. Filez-leur le Pulitzer à Patrick Snowden-Cohen, Nathalie Assange-Saint-Cric, Apolline Brokovich de Malherbe. Vous êtes là, vous êtes complètement matrixés par Mediapart et Usul. Mais prenez la pilule rouge de Morpheus Enthoven et ouvrez les yeux, nom de Dieu! Les extrêmes, c'est pareil. Tu prends LFI, t'enlèves 3 lettres, t'en rajoutes 21, ça fait Rassemblement National. Hasard? Je ne crois pas, non. Jean-Luc Mélenchon, c'est flagrant. Mélenchon, tu lui fais une mammoplastie, une vaginoplastie, une rhinoplastie, tu le teins en blond, tu lui ouvres un casier judiciaire, tu lui files le programme du RN, tu vas à la préfecture, tu changes son prénom à Marine et son nom à Le Pen. C'est Marine Le Pen. Bonnet blanc et blanc bonnet. Alors, oui, il y a un côté, ils sont nationalistes, racistes, sexistes, antisémites, révisionnistes et liberticides, mais une fois, Louis Boyard, il est venu à l'Assemblée nationale sans cravate. C'est ça votre France? C'est ça la France que vous défendez? Une démocratie avec le col qui baille? Merci bien. Alors, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne sous-entends pas que toutes les personnes que j'ai citées, depuis le début sont dénuées de conviction. Je le sais, ils réfléchissent. Je sais qu'au fond d'eux, ils voient la différence entre le fascisme et le progressisme. Et je sais que si un jour, au second tour d'une élection présidentielle, il faut choisir entre l'extrême gauche et l'extrême droite, ils prendront leurs responsabilités et ils signeront en première page du Point une tribune historique. Vous, les pauvres, les femmes, les vieux, les malades, les arabes, les noirs, les roms, les trans. Désolé, mais on préfère notre pognon. Votez RN. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel. On retrouve en podcast sur toutes les applis et puis un petit peu partout en tournée au Bataclan. Allez voir Pierre-Emmanuel sur scène en décembre. On est toujours avec Prune Missoff de l'Observatoire international des prisons et on va continuer à parler un petit peu politique puisqu'on vient d'en parler avec Pierre-Emmanuel. Là, on a fait un constat depuis le début de l'émission qui est évidemment assez déplorable de l'état des prisons. Tu as dit que ce constat, il était partagé et il était connu surtout. Est-ce que vous avez des liens avec le ministère de la Justice? Est-ce que vous avez des rendez-vous, ils vous reçoivent? Est-ce qu'il y a une complémentarité ou non? A priori, non, je connais un peu la réponse, mais ça m'étonne puisque tu dis que le constat, il est vraiment, il est acté, quoi.
Ça peut arriver qu'on ait des rendez-vous avec des cabinets ministériels. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent ça, on a envie de savoir. Vous arrivez, vous dites bon là c'est la merde. Ils disent ouais on est au courant. Bonjour d'abord. Oui, bonjour. Bonjour, c'est la merde. Ouais, on savait. Non, bonjour, ça va. Ah oui, c'est pour ça prend du temps. Qu'est-ce qui se dit dans ces réunions? Oui, je suis en train de me faire toute la conversation. On a du Earl Grey. Oui, il est déjà 12h30. Bon, fin de la réunion. Je comprends mieux pourquoi ça n'avance pas. Moi, une des réunions dont je me souviens, c'était... Non, pardon. Excusez-moi. Il fait partie du ministère, il est en train de te saboter. Oui, pardon. C'était sur une campagne qu'on menait avec d'autres associations pour un accès à Internet en prison. Et ils nous ont quand même reçus après quelques relances. Mais à ce moment-là, l'idée, c'est que nous, on puisse présenter ce qu'on constate sur le terrain. En réalité, eux, ils sont quand même assez loin du terrain. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut venir mettre sur la table où ils ne sont pas nécessairement au courant. Donc, tu leur apprends des trucs, ouais. Et après ? Et après, ils nous disent qu'ils vont réfléchir. Non, en général, ils nous donnent quand même des... Ils sont très dans la justification. C'est-à-dire que typiquement sur la question d'Internet en prison, ils vont nous expliquer ce qu'eux ont prévu pour pallier les problématiques qu'on a mis en exergue et qui font qu'aujourd'hui on demande qu'il y ait un accès à Internet en prison. Et donc à l'époque, c'était déjà il y a un petit moment, on nous avait annoncé qu'il y avait un déploiement du numérique en détention à travers des tablettes qui allait pouvoir permettre aux personnes détenues, mais qui n'était pas un accès à Internet en prison. Donc en réalité, on n'a pas de réponse et après on nous avait dit qu'il y aurait un déploiement dans quelques structures mais très à la marge qu'on attend toujours. Est-ce que c'est pas décourageant ? Là, ça c'est une autre question, est-ce que ça sert encore d'aller dialoguer avec eux si de toute façon ils vous mènent en bateau à chaque fois ? Alors c'est pas. Est-ce qu'il faut pas clairement tout cramer, pardon. J'ai dit trop vite la solution, pardon. Un peu de suspense quand même. Non, après c'est vraiment pas nos interlocuteurs principaux. C'est pas là où on passe notre temps. Moi j'ai dû avoir, ça fait 4 ans que je suis à l'OIP et j'ai dû avoir 2 rendez-vous ministériels. Okay. Après on a un peu plus de liens avec l'administration pénitentiaire, mais donc avec des directions de prison, avec oui, avec la direction générale et après on peut être en lien avec les directions, mais en fait le plus gros de notre travail, il n'est pas tellement vers le ministre de l'Intérieur ou vers l'administration pénitentiaire, il est auprès du grand public de manière générale. Il est de réponse aux journalistes qui s'intéressent à la question et qui ont envie d'aller un peu plus loin que l'image classique du Club Med et d'alerter l'opinion publique de manière générale. On croit plus à l'impact qu'on va avoir en essayant de faire du plaidoyer auprès des parlementaires, de faire des recours en justice ou d'alerter la presse et l'opinion publique que d'aller en rendez-vous ministériel. Mais on sait qu'en Europe, il y a certains pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, je crois, où les prisons sont de moins en moins pleines, à tel point, je crois que les Pays-Bas, ils ont proposé aux Belges de transférer une partie de leurs prisonniers dans leur prison à eux. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un certain nombre de solutions. L'État français, donc, et pas seulement depuis Macron, ça date d'un bon moment. Comment toi t'expliques qu'ils soient aussi réfractaires à l'idée qu'il faut vider les prisons ? Mais parce qu'on a l'impression qu'en prison, il y a vraiment une spécificité culturelle où on ne peut pas parler de la prison de manière de manière pragmatique en fait, simplement. Comme le cannabis en fait, comme dès qu'il s'est... Non mais oui, il y a des... Je suis pas experte de la question du cannabis, donc je me rends pas compte à quel point. Oui, en loge, ça sentait un peu quand même. Oui. Bon, et les yeux rouges, c'est pas la piscine, madame. On enchaîne. On la tient, Émeric. Et voilà, les trous de mémoire. Oui. On parlait des prisons, je crois. Non, on parlait. Est-ce que c'est culturel en France Je me rends pas compte à quel point c'est la même chose pour d'autres sujets que je traite pas, mais en tout cas, la prison, c'est absolument fou à quel point c'est sujet à polémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler calmement de la prison et juste regarder concrètement qui sont les personnes incarcérées, pourquoi on incarcère aujourd'hui, comment on fait à l'étranger ou comment même nous on a pu faire.
par exemple, pendant le Covid, il y a eu des mesures qui ont été prises d'urgence pour qu'il y ait moins de prisonniers dans les prisons parce qu'ils étaient terrifiés à l'idée que le Covid que ce soit des hauts lieux de contamination, c'est-à-dire exactement, et de plus pouvoir les gérer en fait. Et donc à ce moment-là, en l'espace de quelques semaines, on a eu moins 13 000 personnes détenues dans les prisons. Et à ce qu'on sache, il n'y a pas eu un sursaut incroyable de criminalité en France. Et là, on a un exemple aussi qui est très intéressant, c'est les États-Unis, où quand le nouveau gouvernement travailliste est arrivé au pouvoir, ils ont commencé à parler de en Angleterre. Oui, pardon, j'ai dit quoi? États-Unis. Babylone. Tu es plus du tout, man. Non, ça va aller, Prune, ça va aller. Tu as faim dans 10 minutes. Il reste encore une demi-heure d'émission. Allez, on s'accroche. On est avec toi. Oui, donc au Royaume-Uni, je vais essayer de faire abstraction. Oui, il faut. Et au Royaume-Uni... Fais comme s'il n'était pas là. Nous, on fait ça depuis 10 ans. Et moi, je passe dans 2 heures aussi. Il faut que je me réveille. Donc, le Royaume-Uni, c'est un pays où il y a quand même une surincarcération encore plus forte que nous. Si on regarde pour 100 000 habitants, ils incarcèrent davantage que chez nous. Et par contre, il y a une intolérance totale à la surpopulation carcérale. Donc, quand ils sont arrivés au pouvoir, on a commencé à avoir les titres des journaux qui parlaient de crise du milieu carcéral, une bombe à retardement, un système au bord de l'asphyxie. Et vraiment, quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, oulala, à quel niveau ils doivent être, eux? En fait, ils risquaient d'atteindre 100% d'occupation des prisons. Ah oui, ils n'y étaient pas, effectivement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en œuvre ce que nous, on demande, et notamment aussi le contrôle général, mais plein d'autres acteurs du milieu prison-justice, c'est ce qu'on appelle une régulation carcérale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez vous voulez incarcérer une nouvelle personne, vous faites sortir des personnes qui sont proches de la fin de peine. En fait, à chaque fois, on a l'impression qu'on demande quelque chose d'incroyable. Ce qu'on demande juste, c'est que les personnes puissent avoir, par exemple, un aménagement de fin de peine. Ce qui est prévu par la loi comme un principe. Normalement, c'est la transition. Tu fais une peine de prison et avant de retrouver complètement ta liberté, tu as un aménagement de fin de peine. Et ça, c'est censé être le principe aussi pour tout le monde, pour la société, pour retrouver une place petit à petit, etc. Et aujourd'hui, il y a à peu près un quart des personnes détenues qui sortent sous ce format-là. Donc on a une marge de manœuvre énorme si on voulait faire PC en France. Merci beaucoup, Prune. On va te laisser te reposer un petit peu. La prison, c'est aussi des histoires, des gens, des personnages, des légendes, des gens qui s'intéressent aux histoires, aux gens, aux personnages, aux légendes. C'est le moment de retrouver Juliette Arnaud et son légendaire jingle. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, docteur? Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Allez, vous allez voir, ça va être super bien, parce que je vais relancer le jeu télévisé d'Antenne 2, Pyramide. Alors, en une brique, je vous dis prison, vous me répondez... Évasion. Ah, bon. J'ai triché, Je leur ai dit de répondre ça, parce que je voulais pas prendre le risque qu'ils répondent tous ensemble. Savonnette. Voilà. Parce qu'avant d'être des humoristes talentueux et déconstruits, ce sont avant tout des mâles hétérosexuels terrorisés par l'homosexualité. C'est moche. Ouais, c'est moche, mais c'est vous qui êtes moche. N'empêche, je soupçonne que toutes et tous, allez, je me mets dans le lot. Je soupçonne qu'on contre la trouille que ça nous fait l'évocation de la prison en y répondant automatiquement évasion. Et les noms qui vont avec, Jacques Mérine, Antonio Ferrara, Michel Vaujour. Et pour bien faire, on convoque les personnages de fiction également, le Comte de Monte Cristo, Steve McQueen dans La Grande Évasion, Steve McQueen dans Papillon, ad libitum. Et parce que ça nous rassure, ces images d'héroïsme, d'exceptionnel, de miracle laïque, en oubliant au passage cette libération sanglante d'il y a quelques mois près d'Évreux. Mais c'est comme si les prisonniers ne nous intéressaient que lorsqu'ils nous rejoignent dans la vie libre.
Enfin, ça, c'est pour nous. Et puis, il y a Goliarda Sapienza, mon écrivaine italienne chérie, qui est devenue surtout célèbre après sa mort avec un magnifique et détonnant roman qui s'appelle L'Art de la joie. Goliarda, elle insistait, elle disait, la prison a toujours été et sera toujours la fièvre qui révèle la maladie du corps social. Et ceci n'est pas spécialement une chouette phrase d'une intellectuelle de gauche, c'est surtout la phrase d'une femme prisonnière de droit commun dans la prison pour femmes de Rebibbia, à Rome, au début des années 80. Alors, vu les fréquentations de Goliarda à l'époque, je vous rappelle, on est en Italie, c'est juste après les années de plomb, les brigades rouges, tout ça, Goliarda, on l'aurait plus vue prisonnière politique. Mais non. Dans un moment dépressif massif, Goliarda, qui avait passé les 50 ans, choure des bijoux dans une soirée. Police, menottes, prison. Elle fait sa peine et elle écrit un bouquin qui raconte ce qu'elle a vu, entendu, saisi dans la prison de Rebibbia et de manière provocante l'intitule « L'université de Rebibbia ». Est-ce que c'est provoquant ce titre? En fait, pas tant que ça. Goliarda, elle professait que pour connaître bien un pays, il faut connaître ses écoles, ses asiles et ses prisons. Et c'est bien foutu cette affaire parce que Goliarda, dans sa vie, elle a pratiqué les trois. Là, à Rebibbia, dans la prison où désormais plus rien ne dépend de sa volonté, il va falloir qu'elle s'adapte sur le mode marche ou crève, avec la puanteur, l'enfermement, l'effroi. Cette écrivaine qui est spécialisée dans la fiction, elle raconte prendre conscience qu'ici, en prison, le réel est tellement puissant que son imagination est devenue son ennemi. Alors elle va se tourner vers ses co-détenus et elle va nous les raconter les unes et les autres, les criminels, les junkies, les trafiquants de drogue, les politiques, les innocentes, mais surtout, les liens noués entre elles toutes, les communautés qu'elles vont se faire, leur voix à toutes. L'imagination, dans le cas de Goliarda, était l'ennemi et je crois que dans Un prophète, le film de 2009 de Jacques Audiard, je crois que l'imagination est la clé du prisonnier. Un prophète, c'est un vrai film de prison, dans le sens où il commence le jour de l'incarcération du héros, Malik, et qui finit le jour de sa sortie quelques années plus tard. Ce gosse, donc, parce qu'il a 19 ans, moi j'appelle ça un gosse, Malik, est contraint, dès l'entame du film, à un choix atroce. Tuer un co-détenu qu'il ne connaît pas, mais qui gêne un mafieux corse du lieu, ou être tué par le mafieux corse en question. Tuer ou mourir. Malik va tuer ce type qu'il ne connaît pas. Alors le mort, qui s'appelle Rayeb, va se mettre à hanter Malik. Et pas du tout, comme attendu, sur un mode vengeur ou vindicatif. Rayeb est là quand Malik est seul dans sa cellule. Juste, il est là. Il dort parfois avec lui, derrière sa couchette. Parfois, il lui souhaite son anniversaire quand personne ne lui le souhaite. Parfois, il lui dit le futur. En fait, le fantôme, Rayeb, investit la vie de Malik à la manière de nos rêves. Parce que dans nos rêves à nous, on le sait bien, rien n'est jamais grotesque ou irréaliste. L'imagination de Malik se met au service de son besoin le plus élémentaire, une communauté pour habiter son isolement, même si elle se résume à un fantôme. Une femme qui empoigne la réalité, un homme qui apprivoise son intériorité. C'est moi ou ça ressemble à un avenir intéressant? Allez, ça part en épitaphe, merci bien. Merci Juliette Arnaud. Juliette Arnaud, mesdames et messieurs, qu'on peut retrouver également en podcast sur toutes les applications. Merci beaucoup Juliette. Je prends juste quelques petites secondes pour adresser un gros message de soutien à Jean-Michel Apathy. Oui. Bordel, si on m'avait dit ça il y a quelques années, putain. Si on m'avait dit que j'allais dire ça au premier degré. Donc message de soutien parce qu'il vient d'annoncer son départ de RTL après sa mise à pied pour avoir dit la vérité, qu'il est con. Il est con, Jean-Mimi aussi. Il a dit la vérité dans un groupe médiatique qui vient d'accueillir Cyril Hanouna. Ça n'a aucun sens. Soutien à Jean-Mimi. Et on rappelle donc que la France a commis des centaines d'ouradours-sur-glane en Algérie. Parce que ici, on peut le dire. Voilà, merci Jean-Michel. Question pour notre invité Prune Missoff. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Bob Marley. Voilà. Du reggae? Alors ça m'arrive. Oui, on avait bien compris. Mais plutôt Chuck Berry, Johnny Cash, ce type de musique. Johnny Cash, ça avait un lien avec la prison. Juliette, est-ce que c'est ça qu'on écoute? Alors, avec Johnny Cash, non. Mais comme on va écouter une romance à la plage du genre dansant avec Bad Bunny, le plus célèbre portoricain, avec la chanteuse portoricaine Chewy, je pense que ça devrait mettre un petit peu de baume sur nos plaies. Merci beaucoup, on est toujours sur Radio Nova, c'est la dernière, avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invité Prune Missoff de l'Observatoire International des Prisons.
Et Prune, c'est le moment de la séquence l'invité de l'invité. Donc chaque semaine, on demande à nos invités d'inviter qui ils veulent. Et toi, tu m'as dit, je viens avec Chloé Lallier, qui est donc avec nous et qu'on peut applaudir bien fort. Bienvenue, Chloé. Chloé, tu es juriste bénévole à Notre Affaire à tous. C'est bien ça, si mes informations sont exactes. Tu peux te rapprocher un peu du micro. Voilà. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est Notre Affaire à tous ? Alors, Notre Affaire à tous, c'est une association qui a été créée en 2015 autour de la justice climatique. Mais vraiment, on a cette notion que la justice climatique, c'est amener les responsables du réchauffement climatique devant la justice, avoir un droit de l'environnement fort, mais aussi une justice climatique qui permette à tout le monde d'aller vers la transition écologique et de ne pas laisser les plus vulnérables derrière. Donc vous menez des actions juridiques, vous avez porté plainte contre l'État français ? On a porté plainte, ouais, l'affaire du siècle, on fait partie des organes de l'affaire du siècle. On a des affaires contre Casino, par exemple. On a un benchmark qui met en avant tout ce qui peut se passer dans les multinationales, par exemple. Un benchmark, est-ce que benchmark, c'est-à-dire qu'on fait un peu un état des lieux de ce qui se passe sur les différentes multinationales par rapport à leur devoir normalement de vigilance et à ce qu'elles devraient faire si elles voulaient respecter le droit. Et globalement, ça va ? Spoil pas. Et alors, Prune, c'est intéressant. Pourquoi tu as choisi Chloé comme invitée aujourd'hui ? Parce que Chloé, elle a coordonné de manière bénévole un rapport qui a été publié par Notre Affaire à tous, qui est sur les risques climatiques et environnementaux dans les prisons. Ouais. Et nous, comme c'est un angle qu'on n'avait jamais traité en interne, c'était vraiment intéressant de voir cet éclairage, pour le coup, complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cet éclairage ? Même si là, on peut se douter un petit peu ce qu'il y avait dedans, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus ? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'été 2021, on faisait beaucoup de suivi des impacts des grandes catastrophes climatiques. Et donc, à l'été 2021, on suivait les méga-feux aux États-Unis et au Canada. Et il y a ce méga-feu, là, le Dixie Fire, qui se rapproche d'une ville qui s'appelle Susanville aux États-Unis, en Californie. Et Susanville a la particularité d'avoir 2 centres pénitentiaires qui sont énormes, avec plusieurs milliers de détenus chacun. Les feux se rapprochent et en fait, il n'y a pas d'évacuation. Les feux font qu'il y a des grosses coupures d'électricité. Les personnes restent plus d'1 mois sans électricité. Mais non. Si. Et Juliette te croit pas, en tout cas. Elle te croit pas du tout. Ouais, prouve-le. Non, mais c'est dingue. Ouais. Et donc avec les fumées qui peuvent aussi rentrer dans les cellules, et avec aussi le fait que face à ces coupures d'électricité aux États-Unis, les portes s'ouvrent notamment électriquement. C'est ce qu'on voit dans les films. Ah oui. Et donc là, les surveillants fermaient manuellement. Donc en cas d'évacuation, les personnes ne pouvaient plus sortir de leurs cellules. Donc heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais nous, ça nous a beaucoup interrogés. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe en France ? Ouais, et alors, Et alors avec nos portes manuelles, nous, ça va normalement, c'est bon. On a des vieilles clés. Là, c'est le pont-levis. Oui, les prisons. Oui, les prisons françaises. Émeric fait du mime de radio, c'est sa spécialité. C'est une niche, quoi. Donc en France, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la localisation exacte de chaque établissement pénitentiaire, métropole et outre-mer, et on a regardé quels risques existaient sur ces lieux-là, en termes de tempêtes, cyclones, par exemple, aussi en termes d'inondations, par rapport aux canicules, en prenant les différentes possibilités du GIEC, si on est à un +2, +3, +4 degrés, par exemple, dans le futur. Et on a regardé exactement ce qui pouvait se passer aujourd'hui et dans un futur proche. Et c'est pas joli, en effet. Sans surprise, les 188 établissements pénitentiaires qu'on a étudiés sont tous concernés par des risques climatiques et environnementaux. Il n'y en a aucun qui est sauf par rapport à tout ça. Et avec des chiffres qui peuvent être vraiment très inquiétants. C'est plus d'un quart des établissements pénitentiaires qui sont à risque d'inondation aujourd'hui en France. Ah oui. Ah oui, en plus c'est marrant parce que quand je t'ai dit on imagine bien, moi j'imaginais plutôt il fait chaud dans les cellules et c'est évidemment un gros problème, mais j'imaginais pas que ça allait aller jusque-là. Est-ce que ce rapport a eu un impact ? Comment il a été reçu par les autorités ? Alors on n'a pas eu tellement de retours que ça des autorités. Je pose des questions, après je me doute des fois, mais là oui effectivement, pas de...
Alors quand même, il y a un petit service développement environnemental au sein de l'administration pénitentiaire qui nous a contactés pour essayer d'en savoir plus. Donc il y a quand même des choses qui vont se mettre en place, parce que la difficulté aussi, c'est que là, on construit de plus en plus de prisons, on les construit dans des lieux, on pourrait se dire, oh, les anciennes prisons, c'est plus dangereux que celles qu'on construit maintenant, on fait beaucoup plus attention. En fait, pas du tout. La localisation actuelle des prisons, on les repousse des centres-villes, c'est vraiment des personnes qu'on ne veut plus avoir à côté de chez nous, et on les place dans des lieux où les risques sont parfois plus élevés, donc des risques d'inondation par exemple, mais aussi des lieux isolés par rapport aux incendies, aux feux de forêt. Et tout ça fait que les prisons qu'on construit maintenant, qui sont beaucoup plus grandes, dans ces lieux à risque, c'est maintenant aussi qu'il faut les penser pour un futur dans 30, 40, 50 ans. Et finalement, c'est aussi toute notre politique pénale et carcérale qu'il faut revoir par rapport à ça. Mais justement, qu'est-ce que vous proposez comme solution, à part détruire le capitalisme? C'est toujours la solution. Ouais, bah, moi j'ai la solution, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des étapes avant. Bonjour, ça va? Oui, bah, est-ce que vous voulez du thé, etc. On va casser votre capitalisme. Non, est-ce qu'il y a des solutions? À part, oui, évidemment, lanceur d'alerte, c'est vraiment très important, bien sûr. Donc dans le rapport, on fait plusieurs recommandations, mais déjà de faire un vrai état des lieux, c'est-à-dire que nous, on est effectivement une orga climat-environnement. On n'est pas ingénieur, on n'est pas technicien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté des données qu'on a croisées. Mais ce qu'il faudrait faire vraiment, c'est un vrai état des lieux technique de l'isolation des prisons, de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans chaque établissement pour éviter des inondations. Penser les évacuations des personnes, parce que quand il faut évacuer 800 prisonniers, c'est compliqué. Ce qu'il faut, c'est que ça paraît basique. Enfin, nous, on se dit, quand tu nous dis ça, on se dit, ils y ont pensé avant. Eh ben non. Incroyable. Et okay. Si je peux compléter, en plus, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ils ont recoupé ces risques-là, climatiques, environnementaux, avec des choses qui sont dans les prisons et qui vont maximiser en fait ces risques. Et c'est tout ce dont on pouvait parler tout à l'heure, par exemple les questions de surpopulation carcérale, où en fait, du coup, par exemple, en cas d'évacuation, bah, ça pose sérieusement problème, ou sur la question d'isolation thermique en temps de canicule ou de grand froid. Et du coup, déjà, il y aurait quelque chose à faire là-dessus, sur le fait de faire en sorte que tous ces facteurs aggravants, ils n'existent plus. Ok, il y a du taf. Merci beaucoup. En tout cas, merci Prune. Et merci Chloé Lallier d'être venue jusqu'à nous. On se retrouve dans quelques instants pour être bien certain que le rapport sur le dérèglement climatique ne se démode pas trop vite. Veuillez bien écouter ce qui suit. Ce qui suit, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière, avec Juliette Arnaud, Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité Prune Missoff de l'Observatoire international des prisons. Et il est l'heure de retrouver celle qui est contre la criminalisation du narcotrafic, parce que ça fait grimper les prix, la fantastique Douli. Comment ils vont mes petits culs? Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, 9 mars 2025, j'aimerais vous alerter sur une maladie malheureusement très répandue, mais dont on parle peu. Une maladie mentale incurable, directement liée à la quête obsessionnelle de succès, de réussite, et qui provoque une infection de la dignité. Je veux bien sûr parler de la susboulite. Le patient atteint de susboulite, plus communément appelé lèche-cul, gobzob, aspire-fion, faillot, lamécolos, chupapoyas, n'a qu'un seul moyen de survie, la vaseline. Des hectolitres de vaseline à toper des vaselines. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que j'ai été cas contact, voilà, je me suis retrouvée... Je me suis retrouvée dans un camp infesté par cette saloperie, et croyez-moi, c'est très dur. Trop. Voilà, j'ai dû faire taire le gitan criminel qui sommeille en moi. Et non, j'avais jamais été aussi proche de patients infectés à ce point, ni aussi proche de finir au trou pour acte de barbarie d'ailleurs. C'est très difficile à décrire, je sais pas, ça se vit quoi. Imaginez une bouche, voilà, juste une bouche grande et molle, qui vient se ventouser à une tub qui a du pouvoir de préférence, et qui suce pendant des jours et des jours. Et tu te dis, mais comment fais-tu pour avoir autant de salive? T'as des parts chez Hydratis ou quoi? Alors, j'ai distingué 2 stades de la maladie. La susboulite spontanée, on ne se sent pas malade, voilà, on se contente de susbouler par plaisir, pour faire comme les copains, ou simplement pour gratter un flan coco en plus à la cantoche. Et la susboulite chronique, qui est le stade critique de la maladie. Voilà, le susboulage devient compulsif, le malade ne peut plus être traité, il développe une forte dépendance au léchage de fion et devient rapidement fionophage. Le patient
infecté ne meurt pas. Non, mais il tue à petit feu tout son entourage à coups de phrases de petites suceuses. Et c'est fou, je pensais exactement la même chose que vous, patron. Par contre, cette saloperie n'est pas contagieuse. Non, si tu n'as pas le chromosome fils de pute, t'es immunisé et ça, c'est rassurant. Ce qui me fascine, c'est que le lèche-boule n'en a rien à cirer de passer pour un lèche-cul. Il est là, il s'en fout, imperméable à la honte, un kawaii qui pépon. Il a du... Je vous jure, il a du caca au coin des lèvres, il essaie même pas de te faire croire que c'est du chocolat, c'est fascinant. Tiens, petite mise en abîme avec Jean-Michel, le lèche-cul du bureau, qui a disparu. Mais où est passé Jean-Michel? Hier encore, il félicitait le patron pour avoir réduit les temps de pause pour nous rendre plus productifs. Jean-Michel? Mais vous n'avez pas su, Mélanie, il est atteint de susboulite aiguë. On ne le reverra plus. Il vit désormais de manière permanente dans le slip du directeur, ma petite Mélanie. Le visage collé à sa couille chaude, qu'il suçote comme un doudou. Et si on envoyait les susboules dans un pays juste à eux, où tout le monde se sucerait sans vergogne, la susboulie, un super pays où tu peux partir à la retraite à 60 ans. On dit au revoir à Claude, qui est susboule chez nous depuis 40 ans. 40 années à sucer assidûment. J'aurais pas dit mieux, patron, merci. Chut, ça suffit, Claude. Tu es à la retraite maintenant, regarde-toi. Regarde-toi, tu as les joues toutes creuses et les lèvres mauves. Pour conclure, mes petits culs, n'oublions pas que cette maladie ne peut proliférer que grâce aux susboulables. Et oui, sans susboulables, pas de susboulés. Adios, susbouletos. Amis susboulés, petit message, vous acceptez beaucoup trop de pipes. Ça n'est pas sain de se faire pépon H24, comme ça abîme le sboob. Vos burnes vont tomber comme des fruits morts. Vous créez des monstres suceurs compulsifs, c'est très grave. C'est très dangereux. Non, c'est très dangereux dans un monde où un susboule peut devenir président de la première puissance mondiale. Voilà, mes petits culs, la morale de cette histoire, c'est que même si ça prend un peu plus de temps, on peut y arriver sans être obligé de se mettre à genoux, pas que pour prier. Et comme le disait Bouddha, l'esprit instable et dispersé aimant la flatterie ne sera jamais mûr pour la sagesse. Il disait pas que des conneries, ce gros lard, tu vois. Je vous kiffe, mes petits culs, prenez soin de vous. Merci, Douli. Douli qu'on peut retrouver sur scène le 22 mai à l'Olympia. Allez voir Douli en spectacle. Prune Missoff est toujours avec nous. Prune, on connaît tes combats pour les conditions de détention en France et ailleurs, mais on avait envie de te connaître un peu mieux, toi, personnellement, tes goûts, tes lectures. Et Juliette Arnaud t'a posé quelques petites questions, je crois savoir. Oui, je t'ai demandé quel livre t'intéressait de l'enfance, et joie, ça m'a fait joie, puisque tu m'as répondu Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, 1858. C'est une spécialiste de la littérature jeunesse, la comtesse. Les Malheurs de Sophie, c'est littéralement son tube qu'on peut résumer par Sophie fait des conneries et Sophie est punie. C'est pas la prison, mais on n'est pas loin. Toi, qu'est-ce qui te reste de ce livre précisément? Parce que moi, par exemple, c'est la perversité du livre en son entier. Toi, pourquoi est-ce que c'est... c'est très pervers, ce livre. Donc, alors, je l'ai pas relu, donc vraiment, c'est avec les souvenirs que j'en ai, mais... parce que du coup, maintenant, j'ai un peu peur d'avoir d'une énorme connerie. Mais... Non. Mais... je crois que je me retrouvais assez dans ce côté envie d'être une petite fille modèle et en même temps hyper insolente, mais malgré elle, c'est-à-dire que les autres la trouvent insolente parce qu'elle respecte pas des règles sociales, mais que personne n'a pris le temps de lui expliquer et qu'elle est censée savoir comme si c'était des normes à respecter de manière aveugle sans qu'on lui explique. Et moi, j'ai toujours eu un peu du mal avec ce côté-là d'obéissance aveugle à des règles qu'on n'aurait pas pris le temps de bien m'expliquer. C'est comme ça qu'on finit en prison. Quel livre, je t'ai demandé ensuite, t'a donné envie de devenir adulte? Alors là, attention, on quitte Les Malheurs de Sophie. Tu m'as répondu Les prisons de la misère, qui est un essai d'un sociologue et anthropologue français qui s'appelle Loïc Vacan, j'espère qu'on dit comme ça, ouais. Vacan, qui exerce peut-être toujours à l'université de Berkeley en Californie et qui, dans cet essai, établit un lien entre la misère et la criminalité, qui dénonce l'hypercarcéralisation, le goût pour le slogan tolérance zéro. Est-ce que cet essai est à l'origine de ta vocation présente? Il y a beaucoup contribué. Et c'est un peu ce que je disais au tout début. Je crois que c'est là où je me suis rendu compte à quel point la prison c'était un objet politique. Et lui, ce qu'il explique en vraiment 3 mots, c'est que en fait, on a fait baisser les politiques sociales aux États-Unis, que du coup, on a généré de la misère, et qu'en fait, on a augmenté le traitement policier et carcéral pour faire face à cette misère. Est-ce que c'est une lecture pour tous ?
C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'être universitaire pour le lire ou alors je peux le lire aussi. Voilà. En fait, c'était ça que j'allais demander. Bah, moi, je l'ai lu, j'étais à la fac, mais au début de la fac. Ah bah c'est bon, Émeric, tu peux le lire. Et enfin, je t'ai demandé quel livre te fait rire, et tu m'as répondu un manifeste écrit par Chloé Delhomme qui s'appelle Mes bien chères sœurs en 2019, qui en gros fait le bilan de la 4e vague féministe, avec nous, enfin, puisqu'on fait partie de cette 4e vague, avec utilisation du numérique, des réseaux sociaux, l'appel à la sororité. Elle pose la question de comment qui va le patriarcat, et ça rigole dès le début, puisqu'elle commence en disant « Le patriarcat, bande mou ». Est-ce que tu souscris à cette thèse? En fait, la vérité, c'est que les livres me font rarement rire, donc je savais pas trop quoi répondre à ta question. Mais les livres de Guillaume, ils sont hyper drôles. Quel manque de culture. Pardon. Si vous me réinvitez, je le lirai entre-temps. On va te réinviter dans longtemps, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des bouquins, quoi. Mais je trouve que dans son écriture, il y a quelque chose d'assez jouissif, en fait, dans sa manière de mettre en mots le patriarcat et de dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, j'ai l'impression que si je disais certaines de ces phrases comme ça, un peu sorties de leur contexte, on se dirait « Oh, vraiment, elle exagère ». Et en fait, sa manière de l'écrire, on se dit juste que c'est hyper cohérent et qu'elle a enfin mis en mots tout un tas de choses qu'on pense par ailleurs. Oui, pour tous les gens qui pensent que le féminisme, c'est atrocement ennuyeux et triste, Mes bien chères sœurs de Chloé Delhomme, vraiment, c'est l'inverse de ça. C'est très, très drôle. Merci beaucoup Juliette et merci Prune pour tous ces conseils, ces recommandations. C'est presque l'heure de la fin de l'émission, mais avant cela, il est l'heure de retrouver celui qui a la lourde charge de conclure. Et Dieu sait qui conclut dans toutes les villes de France tous les week-ends après ces spectacles, le Casanova du Picombière, Émeric Lomprey. Ouais. Allez. Allez, il est minuit et demi, on y va. Allez, l'actualité, elle attend pas. L'actualité, c'est pas les gens qui écoutent mes chroniques et qui seraient là. Il y a bien un moment, il va y avoir une blague. Non. Allez, messieurs, dames, l'actualité est très très grave. Elle est très très grave, l'actualité. Elle est très grave. Mes chroniques font de moins en moins de vues sur les réseaux sociaux. Aïe. Avec ma community manager, Colin Never, on a fait un petit bilan. Ma dernière chronique sur Alexis Kohler n'a cumulé, sur tous les réseaux sociaux confondus, que 387 vues. Bon, alors à France Inter, ils appellent ça un buzz. Moi, j'appelle ça une descente aux enfers. Hein, des vacances au Havre. Ou alors une partie de Twister avec Gérard Depardieu. Arrête, tu m'écrases. Et comment tu fais pour péter par les oreilles? Bah, c'est simple, en fait, tu mets du saucisson dans tous les trous. Et bon, allez, je vois. Bon. C'est ça que j'ai rajouté. Alors, non. Du coup. Non, bon, on y va là. Devant ce constat inquiétant, 3 solutions s'offrent à moi. Premièrement, je m'en fous. Hein, je fonce, tête baissée, je consolide ma fanbase en accentuant le style Lomprey, hein, qui a forgé ma légende. Exemple, 2 milliardaires extraterrestres discutent sur Mars. Salut Bernard, salut Elisabeth. Alors, tu as fait des jolis placements? Oui, ça va. Et moi, personne me demande, qui êtes-vous? Un verre des sables. Mais... Que faites-vous là? J'attends qu'il y ait une blague dans la chronique. Bon. Deuxième option, on attaque le marché étranger. Hein, certaines populations semblent plus réceptives à mon humour. Avec Colin Never, on a fait des tests sur un échantillon mondial et c'est la tribu des Khalkha en Mongolie occidentale qui serait la population la plus réceptive au style Lomprey. Avec notamment un pic de popularité sur ma dernière chronique sur le jambon. Ils ont trouvé ça, je cite... Comment ne pas être d'accord? Mais bon, après, si je demande à Nova d'installer une antenne à Oulan-Bator, ils vont être là. On va déjà essayer de le faire à Dijon. Par contre, bonne nouvelle, pour le pot de fin d'année, on a réussi à avoir 2 tables au flunch. Merci. Et troisième et dernière solution, j'élargis mon public en lui faisant manger plein de frites. C'était un test. Ciao, l'option 1. Décidément, le style Lomprey ne prend pas.
Troisième solution, donc j'élargis mon public en faisant une chronique qui peut plaire au plus grand nombre. Je me suis donc renseigné sur ce que les Français aiment afin de ratisser le plus large possible et de faire ce qu'on appelle la chronique parfaite. Alors, c'est pas là qu'il faut rire, quoi. Alors, ce que les Français, ils aiment bien Jean-Jacques Goldman, la matinale de France Inter, le bœuf bourguignon, la Côte d'Azur, Jordan Bardella et les 12 coups de midi. Allez, c'est parti. Putain. Merci de me donner la parole, Madame Salamé. Encore un matin pour rien, sans suite et sans lendemain. Cette semaine, sur France Inter, j'ai fumé le joint de l'autre aussi. Non, alors cette semaine, sur France Inter, je me suis dit, et si Jordan Bardella devenait président, est-ce que ce serait pas... on est coupé par la question la question la question coquine. Sur 100 Français, combien aimeraient se faire sucer par un bœuf bourguignon? Alors... On a combien les vues, la colline? On a combien? 1000. Ça commence à prendre, Allez, donc je disais, si Bardella devenait le président de la France et que Matignon serait à Juin l'épée, ce serait super. En plus, Marine, elle pourrait mettre du vieux paix sur son balcon pour attirer Nicolas Demorand. Combien 1290. Attends, je vais les avoir, les Français, je vais les avoir. Et c'est pas normal que les Français qui travaillent gagnent moins qu'un Arabe. Et le regroupement familial, allons-y. Puis pourquoi pas ramène tes babouches, quand qui est. Et puis tes chèvres, tu veux ton canapé avec. Quand on sait que les migrants ils touchent 2500 € par mois et qu'ils sont logés au Novotel, c'est scandaleux. Et les transgenres, parlons-en, les transgenres. Bah moi je suis Jarré Mulot. Alors je veux des toilettes séparées avec une toute petite lunette pour pas tomber dedans. Ça va les conneries là, ça va. Déjà qu'on fait les mariages du même sexe, après c'est quoi? Vous allez épouser votre calbar parce que vous identifiez couille. Alors 3 millions. C'est le buzz, les Français adorent. Je vais être premier sur YouTube. J'arrive, Thibaut Inchep, j'arrive. Je vous aime, mes petites beautés, je vous aime. Non, mais je quitte Nova, c'est devenu trop petit. Ciao les ploucs, je me casse sur M6. Là-bas, au moins, c'est la Darka. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci beaucoup. Chronique parfaite. La chronique parfaite. Plus faire de chronique après, ça sert à rien. Allez voir Emmerich en tournée partout en France, à Paris, au Théâtre de la Renaissance, tous les lundis. Avant de te laisser t'évader, Prune, on avait quelques dernières petites questions à te poser. Et c'est même la première, c'est même pas moi, c'est j'ai un ami en fait qui a une question pour toi. Je fais juste une parenthèse avec cette question parfois dérangeante. Et ce n'est pas tant moi qui la pose que ce que j'entends parfois dans l'opinion publique. Est-ce que vous avez pensé à rouvrir des bagnes? Voilà. Des bagnes ou rallumer des bûchers. Enfin, est-ce que ça serait un peu plus efficace que vos trucs de woke là? C'est Pascal, c'est un ami Pascal qui est. C'est juste hyper représentatif de ce truc de. Non mais tu vois, ils vont dire, j'ai entendu dans l'opinion publique, et c'est une opinion publique qu'eux-mêmes fabriquent constamment en criant à l'insécurité, alors qu'on sait qu'il n'y a pas une insécurité qui grandit, et ça c'est symptomatique. Ok. Je réponds pas à la question parce que je pense que tu fais ce que tu veux. T'es libre, Prune. Prune, est-ce que tu fais des cauchemars où t'es enfermée en prison, et si oui, à quelle fréquence? Non. Quoi? Mais elle est où la justice? Pierre-Emmanuel? Oui, Prune, en France, on considère que 39 établissements pénitentiaires sur 188 infligent des traitements inhumains ou dégradants. Est-ce que vous diriez que c'est plus ou moins que les chroniques d'Emmerich? Vraie question, Prune. Eh ben, je pense qu'il y a plus que 39 établissements pénitentiaires, parce que ça, c'est ceux qui ont été traduits devant la justice. Et en réalité, il y a plein de prisons qui ne l'ont pas été. Et c'était en 2017. Très bien. Emmerich? Oui, vous préférez être en prison avec comme co-détenue Elisabeth Lévy, tu comprends rien à ce qu'elle dit, ça sent la vinasse dans la cellule, ou être en prison seul dans une cellule, mais tu peux lire qu'un seul livre et c'est ceux d'Yann Moix. Ah, c'est dur, hein. Putain, ça c'est dur. Bah, en fait, ce qui est horrible, c'est que dans la question, je pense que le truc qui me terrifie le plus, c'est juste d'être en prison. Peu importe avec qui. Ouais, non, mais... Ouais. Et c'est hyper bien. Sors du personnage par contre, Emmerich. Là, tu fais peur. C'est hyper bien. Ouais, super bien. Juliette, tiens. Est-ce que visiter une prison au moins une fois dans sa vie, est-ce que ça devrait être un devoir citoyen au même titre que, je sais pas moi, payer des impôts, voter, tout ça?
Oui, je pense que dans l'idée, ce serait une bonne chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une proposition qu'on retrouve parfois, mais qui ressemble vraiment un peu à des visites guidées qui seraient organisées par l'administration. Ah oui, non. Mais parce que c'est vraiment évoqué en fait dans des rapports parlementaires comme une des solutions à tout ce que je vous ai décrit, d'organiser des sorties avec des classes pour aller voir les prisons, etc. Pierre-Emmanuel ? Oui, Prune, on entend souvent dire oui, mais en prison, ils ont la télé. Alors, connaissant le programme télé, est-ce que vous pensez que l'incarcération dans une cellule avec télé devrait être considérée comme une peine plus lourde ? Oui et non, mais c'est vrai qu'ils. Non, mais je veux dire, ils ont. En fait, ce qui est dramatique, c'est que c'est vrai qu'ils ont la télé, mais ils la payent et en fait, ils ont accès à un nombre de programmes extrêmement limité. Là aussi, ce qui, pour nous, correspond à une époque révolue, parce qu'ils n'ont pas du tout le choix des programmes qu'ils peuvent regarder, puisqu'ils n'ont pas accès à Internet. Attention, dernière question, Émeric. Wow. Eh ouais, c'est un lourde charge. Est-ce que l'homme qui a inventé l'épée diluve mérite la prison? Peut-être la question la plus difficile de la soirée. Bah, en fait, je vais. Personne mérite la prison. Ouais. Babylone. Merci Prune Lissov d'avoir été avec nous. Aidez l'Observatoire international des prisons. Renseignez-vous sur Internet. Vous allez trouver toutes les informations. On peut applaudir bien fort. Prune, merci beaucoup pour ta générosité. Merci à ton invité, Chloé Lallier, notre affaire à tous. Vous pouvez les suivre aussi. Merci à Someboy, Florence Mendes, Douli d'avoir été avec nous. Toute l'équipe de l'Européen, Seb, Nils, Barnabé. Merci à Malo, notre réalisateur, Paul à la technique dans les studios de Nova. Toutes les équipes de Radio Nova, toutes les équipes de Frédéric Antelme. Merci à Colin Never, Mehdi, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Les équipes vidéo de Goodway, faites du bruit pour eux. Benjamin, Alban, Adrien. Christian pour la programmation musicale. Mano et Loris pour la prod. Notre rédacteur en chef, Ramzi Assali. Et merci à Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. Gardez le moral et vivement la dernière. La dernière.